Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième émission de l'atelier numérique du Lab Sécurité sociale consacrée à l'intelligence artificielle. Alors pour cette deuxième émission, après avoir traité le sujet de l'IA et de son application dans le domaine RH, nous allons maintenant évoquer et traiter le sujet des enjeux de confiance, les enjeux de construction d'une IA de confiance pour tous les projets que nous aurons à conduire. Alors pourquoi cette thématique, alors que la semaine dernière, un article des Échos rappelait que les internautes avaient massivement confiance en l'intelligence artificielle et aux IA génératives particulièrement. Cet article, en fait, restituait une étude faite par Capgemini auprès de 10 000 internautes et rappelait que parmi ces internautes qui étaient issus des différents continents du monde entier, ces internautes, en fait, plus de 73% des internautes faisaient confiance au contenu généré par les IA génératifs et, en plus de 49% de ces internautes considéraient qu'ils ne craignaient pas que ces contenus embarquent des informations pas toujours validées. Alors, ces résultats de cette étude sont relativement inquiétants, alarmants, quand on sait que les IA génératives produisent des résultats qui sont certes cohérents, probables, mais ne garantissent pas de leur exactitude. Pour cette raison, nous vous avons préparé une émission consacrée aux enjeux de confiance, puisque nous considérons qu'il est important de prendre conscience des limites, des risques auxquels on s'expose en utilisant ces IA génératives et de bien appréhender justement toute cette démarche pour accompagner tous les projets qui seront à mettre en œuvre, puisque nous sommes aussi convaincus de l'intérêt et des potentialités qui sont offertes par ces outils. Pour cette raison, nous avons organisé une émission selon deux grandes séquences. Une première séquence qui apportera des éclairages sur justement les interrogations à avoir quant à l'utilisation de ces outils, les limites et les risques associés à l'utilisation de l'IA, puisqu'aujourd'hui on parle de l'IA, ce sigle est entré dans le langage courant. Et puis on apportera dans cette première séquence un éclairage sur tout le cadre légal national et européen qui vise à encadrer et réguler l'utilisation de l'IA dans nos organisations à la sécurité sociale et bien ailleurs, bien évidemment. La deuxième séquence sera une illustration de ce que peut être une démarche éthique pour accompagner les programmes d'intelligence artificielle et nous aurons la restitution et le retour d'expérience du programme Intelligence Emploi qui a mis en place toute une démarche globale d'éthique pour encadrer et accompagner justement la mise en œuvre de tous ces projets d'intelligence artificielle. Alors pour traiter ces deux séquences, nous avons le plaisir d'accueillir 4 invités qui vont donc traiter tous ces sujets. En premier lieu, nous accueillerons Sigline Stevens-Dampierre qui va évoquer toutes les interrogations et les limites et risques associés à l'usage de l'intelligence artificielle. Elle abordera également tous les sujets et les valeurs et principes ainsi que les apports du projet de réglementation européenne sur l'intelligence artificielle et sera accompagnée par Luc Mélin qui traitera toute la dimension RGPD et qui a été prise en compte dans la préparation du projet de réglementation européenne. Alors Sigline est actuellement manager au sein de la transverse digitale d'Eurogroupe Consulting. Elle intervient dans l'accompagnement et le pilotage de projets à forte dimension technologique, dans des projets de transformation numérique. Et elle a notamment accompagné la mission Intelligence Emploi qui fera l'objet d'une restitution dans la deuxième séquence. Donc Luc Mélin est directeur au sein d'Eurogroupe Consulting et il intervient également dans des missions d'accompagnement et de pilotage de projets, de missions dans le domaine du digital. Il est expert des sujets de data privacy et de RGPD et il traitera bien évidemment de toutes ces questions dans cette première séquence. Pour la deuxième séquence, donc, nous accueillerons Richard Ruot, qui est directeur du développement et de l'ancrage des pratiques au sein de Pôle emploi. Donc je reviendrai sur leur présentation quand on changera de plateau, puisque nos invités ne sont pas sur ce plateau.
Il est accompagné de Jacques Tessier, qui est responsable du pôle éthique intelligence artificielle chez Pôle emploi. Et tous les deux, nous parlerons du projet qu'ils ont mis en place pour accompagner tout le programme ambitieux Intelligence Emploi et toute la démarche éthique qui a permis à un certain nombre de projets d'intelligence artificielle de voir le jour au sein de Pôle emploi. Alors, avant de vous laisser la parole, je voudrais juste rappeler quelques informations importantes. Alors, tout d'abord, l'émission est enregistrée et fera l'objet d'un replay qui sera accessible. Ensuite, vous aurez l'occasion, bien sûr, puisque ces émissions sont prévues pour laisser la place aux échanges, donc vous aurez l'occasion d'adresser des questions via le chat de l'émission. Donc, nous vous invitons à le faire dès le début. Et à la fin de chaque séquence, nous prendrons quelques questions pour approfondir, éclaircir des points qui mériteraient de l'être et approfondir bien sûr notre réflexion sur le sujet. Le deux derniers points, nous vous avons mis à disposition un dossier de veille qui n'est pas encore accessible, mais un dossier de veille relativement complet sur la thématique de cette émission, bien sûr, sur tout ce qui a trait aux enjeux de confiance, aux éléments légaux nationaux et européens. Et puis, bien sûr, vous aurez des compléments d'articles sur une vision et un apport du Conseil d'État sur la mise en œuvre d'une intelligence artificielle de confiance. Donc, tous ces articles seront disponibles sur un dossier de veille qui sera accessible sur le site du Lab Sécurité sociale, qui sera disponible par un lien que nous vous enverrons sur le chat de l'émission à la fin de cette émission. Et enfin, dernier point, à la fin de l'émission, nous vous enverrons un questionnaire de satisfaction et je vous invite et vous remercie par avance de le remplir pour contribuer à notre démarche d'amélioration continue relativement à ces émissions et ces événements. Donc sans plus tarder, je vais maintenant laisser la parole à Sigline, qui va donc aborder le premier thème de cette séquence et vous plonger dans les interrogations et limites de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Malika, bonjour à tous. Merci encore pour votre invitation. Luc et moi, nous sommes ravis de venir vous parler un peu de ce sujet de l'intelligence artificielle de confiance, d'évoquer un peu ce chemin que l'Union européenne est en train de tracer pour faire advenir cette IA de conscience et que finalement, nous sommes aussi tous collectivement en train de tracer quand nous travaillons sur ces sujets d'intelligence artificielle. Ce dont nous avons envie un peu tous les deux aujourd'hui, c'est d'essayer de vous retracer un peu cette histoire finalement d'un encadrement quand même assez récent des pratiques autour de la data et puis de vous faire palper un petit peu les enjeux et les débats sous-jacents à cet encadrement pour que peut-être vous ne voyiez pas ou plus ces sujets-là comme vraiment une énième norme à respecter, mais que vous puissiez collectivement investir le sujet et peut-être même devenir aussi passionné que ce que Luc et moi sommes du sujet. Alors là, ce que je vous propose, c'est un premier aperçu des raisons pour lesquelles l'IA suscite des inquiétudes et des interrogations. En vrai, c'est un sujet qui n'est pas nouveau d'une certaine manière parce que toute l'idée d'une intelligence artificielle ou en tout cas qui ne serait pas humaine alimente quand même nos mythes depuis très longtemps. Très concrètement, si on se donne quelques grands enjeux, mais sur lesquels nous allons revenir ensuite, Luc et moi, pas à pas, l'opacité des algorithmes d'intelligence artificielle est un des grands thèmes qui ressort régulièrement avec son pendant recherché qui est la transparence. L'idée, on y reviendra, c'est qu'il est souvent assez compliqué d'expliquer comment fonctionnent ces algorithmes, en particulier sur certaines technologies récentes de deep learning. Et donc, en particulier quand ces algorithmes vont être amenés à prendre des décisions, y compris qui ont des impacts sur l'humain, bien sûr, ça suscite des inquiétudes pour chacun d'entre nous. Un autre thème assez structurant, c'est celui des biais. Alors clairement, là, ça fait partie d'un des risques majeurs de l'intelligence artificielle parce que la puissance de ces calculs et l'utilisation de la donnée fait qu'elle reproduit facilement et génère facilement des biais discriminatoires, soit parce que ces biais sont présents dans les données qui sont manipulées, soit parce qu'elle peut... Alors,
donne deux grandes idées. Bien sûr, on pourrait discuter longtemps des différentes catégories de biais, mais donc soit parce que ces biais vont être présents dans les données qu'utilisent les algorithmes, soit parce que ça peut être aussi des biais inconscients des programmeurs, et c'est un sujet dont on va beaucoup parler et sur lesquels la deuxième partie avec Richard et Jacques permettra également de discuter, puisque une de nos convictions fortes, c'est qu'il y a un enjeu de dialogue très fort autour de ces sujets-là. Très rapidement, un sujet aussi bien sûr autour de la donnée. On en a parlé parce qu'avec ces IA, on travaille souvent autour des données sensibles liées aux personnes et parce que ces technologies sont réutilisables, ont vocation à être passées, enfin à être réutilisées, et donc nécessairement on a un risque d'amplification de toutes les failles de sécurité qui pourraient survenir à ce sujet. Avant-dernier sujet que je veux évoquer, ce qu'on a appelé ici à l'écran dérive éthique, c'est cette idée de dépendance à la technologie. Le pendant, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour que l'humain reste au centre de ces technologies. Et Malika, vous l'avez dit en introduction, il y a une confiance a priori, enfin en même temps des inquiétudes très fortes et en même temps une confiance a priori qui peut également être très forte dans ce type de technologie. Et dans les IA génératives en particulier, comme ChatGPT, liées au fait que à l'aspect conversationnel, en fait, qui donne l'impression de parler à des êtres humains, qui renforce donc la personnalisation et qui renforce la confiance dans ces technologies. Enfin, en ce qui vous concerne plus particulièrement, mais d'une manière générale, l'IA bouleverse beaucoup notre vision du marché du travail parce qu'elle peut automatiser de nombreuses tâches, possiblement à non-valeur ajoutée ou à faible valeur ajoutée, mais il n'empêche que ça nous oblige à nous re-questionner sur la place de chacun, sur les tâches de chacun et nos façons de travailler. Voilà pour un premier panorama. Juste quelques chiffres, mais je vais passer très rapidement pour ceux qui en sont friands. Vous ne serez pas étonnés, mais 97% des entreprises en France utilisent des technologies numériques. 87% des Français utilisent un canal numérique pour interagir avec une entreprise ou pour effectuer un achat. Tout ça pour dire qu'on n'est pas dans le fait de prévoir le monde de demain. C'est notre réalité d'aujourd'hui à laquelle on est déjà confronté. Et 80% des consommateurs français estiment qu'il est crucial d'avoir confiance dans les entreprises en ligne. Il faut qu'on s'y mette. Peut-être juste donc pour vous dire que donc certes l'intelligence artificielle est une technologie on va dire relativement nouvelle. Là récemment on a quand même des développements qui sont pour le coup inédits. Enfin, les IA génératives, on va y revenir dans quelques instants, mais on n'en parlait pas du tout il y a quelques années et c'était surtout pas du tout prévu dans les textes de loi. Néanmoins, une idée très importante avec laquelle il faut que vous repartiez, c'est qu'on n'a pas attendu l'IA Act d'une certaine manière pour encadrer tous ces usages de la data. Et là, vous voyez en fait à l'écran 3 grands paquets, si j'ose dire, de réglementation qui préexistaient déjà à ce texte sur lequel je vais revenir tout à l'heure, qui portent respectivement sur la protection des données personnelles, et c'est le RGPD sur lequel Luc va faire un focus dans un instant, la directive e-privacy. Deuxième gros paquet, un ensemble de réglementations qui ont vocation à faciliter les échanges de données. Donc on est sur le Data Governance Act, on est sur la directive sur la libre circulation des données non personnelles. Et puis, troisième grand paquet, des réglementations qui sont là pour organiser le marché et les communications, notamment sur les plateformes. Et là, on vous cite le DMA et puis le DSA. Et je pense que pour rebondir sur ce que dit Siglin, l'important, voilà, c'est aussi de dire qu'en fait, cet IA Act, voilà, il y a ce que disait Siglin, ces textes qui étaient préexistants, et l'IA Act ne vient pas. En fait, tout ça, ce sont effectivement des normes européennes, et en fait, l'IA Act ne va pas venir en fait les challenger, mais au contraire, tout ça va devoir s'articuler. Le principe effectivement des normes européennes, c'est qu'il n'y a pas, j'allais dire, de hiérarchie entre les normes. L'IA Act ne va pas être prépondérante par rapport au RGPD, par exemple, mais en fait, elles vont devoir justement toutes s'articuler ensemble, et c'est bien l'enjeu aussi de l'IA Act d'arriver à s'articuler avec ces normes déjà existantes au niveau européen et qui encadrent de différentes manières, comme il va l'expliquer Siglin, la donnée. Et du coup, je pense qu'on peut faire la transition. Effectivement, on se propose de faire un zoom sur cette première brique autour de la protection des données personnelles. Merci Malika. En fait, effectivement, alors peut-être avant l'idée en fait, c'est de mettre en parallèle les enjeux de l'IA
avec tout ce qui existe en termes de réglementation sur la protection des données. Avant ça, on voulait peut-être faire un très rapide, parce qu'on peut y passer des heures, mais on va essayer d'être synthétique pour vous rappeler qu'est-ce que c'est que la protection des données. Alors tout d'abord, c'est un droit fondamental qui est au sommet de la hiérarchie des normes, donc c'est important de se le rappeler, c'est qui dépasse les intérêts économiques. Vraiment, on ne peut pas justifier effectivement de bafouer entre guillemets ces droits-là sous prétexte d'un quelconque motif économique, aussi important soit-il. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important de comprendre, c'est que cette protection des données personnelles de la personne, elle est vraiment au sommet de la hiérarchie avec tous les droits de l'homme et des libertés publiques. Donc c'est vraiment pour réexpliquer ce que c'est cette protection des données et qui devra s'infuser aussi dans l'IA. Elle est extrêmement importante dans cette hiérarchie des normes. Et évidemment, le but, c'est de mettre un droit qui instaure un cadre juridique pour la protection de ces données. C'est vraiment l'objectif de toutes ces normes autour de la donnée personnelle, c'est de mettre un cadre juridique pour protéger la personne et ses droits autour de ces données. Puisqu'on considère que les données font partie intégrante de la personne, elles sont quelque part une extension de lui-même, donc c'est effectivement extrêmement important de les protéger. Très rapide rappel des objectifs du RGPD. Le but, effectivement, c'est de rééquilibrer certaines situations, de remettre cette protection des personnes au centre du jeu et d'éviter les pratiques abusives. Et effectivement, l'objectif du RGPD, c'est de remettre tout le prisme autour de la personne, non pas que autour des intérêts économiques des entreprises, etc., mais au contraire déplacer le barycentre autour de la protection et des attentes des personnes. C'est ça le but du RGPD. Il est vraiment centré sur l'individu, sur ses droits. Il doit aussi offrir, et je pense que c'est important de le noter, un socle pour la circulation des données personnelles. Le RGPD, ce n'est pas juste quelque chose fait pour, j'allais dire, le but n'est pas de limiter la circulation de la donnée et de limiter les potentiels économiques de la donnée, mais c'est de l'encadrer, tout simplement, pour ne pas oublier qu'il y a des droits pour les personnes. Et puis, effectivement, apporter des droits et des moyens de contrôle aux personnes. Et on y reviendra aussi sur l'IA, mais le RGPD, vis-à-vis de la donnée, donne à la personne la possibilité d'exercer des droits, comme on peut l'avoir dans le droit de la consommation, on peut se rétracter, etc. Bien, pour les données, c'est pareil, on a des droits, un droit d'accès, un droit à l'oubli, un droit de portabilité. Et donc, le RGPD vient aussi encadrer tous ces droits qu'on a, puisque la donnée, elle nous appartient quand on l'a générée. Et donc, on a des droits par rapport à cette donnée que les entreprises peuvent utiliser, mais on en reste, j'allais dire, maître en tant qu'individu. Et juste pour faire très rapidement les principes généraux qu'on va justement revenir challenger ensuite avec l'IA juste après. Le principe de légitimité, c'est-à-dire qu'en fait quand vous faites un traitement de données personnelles, il est forcément fondé sur une base légale, c'est-à-dire qu'il faut que vous justifiez votre traitement. Donc il y a 6 bases légales, dont le consentement, le contrat, l'intérêt vital, enfin voilà, il y en a un certain nombre. Et il faut absolument que le traitement, pour qu'il soit licite et que quand vous traitez de la donnée, il faut qu'il soit appuyé et fondé sur une base légale, quelle que soit la raison, et ça c'est extrêmement important. Le principe de proportionnalité, on y reviendra parce qu'il peut venir être challengé par l'IA, mais c'est le fait que quand je prends de la donnée, je dois m'assurer que c'est proportionnel à mon objectif visé. Donc c'est vraiment, on le met en lien avec, c'est le lien entre la finalité et la collecte. Est-ce que ce que je collecte permet vraiment d'atteindre mon objectif ou est-ce que ça le dépasse? Ça c'est très important. Qui est très lié au principe de minimisation, c'est-à-dire que pour faire un traitement de données, en fait j'ai plusieurs chemins qui peuvent me permettre d'atteindre ma finalité voulue. Eh bien, le RGPD nous impose de prendre le chemin qui va être le moins critique pour la donnée, c'est-à-dire est-ce que je vais maîtriser ma fréquence de collecte, mes durées de conservation, etc. Et c'est vraiment l'obligation de prendre ce chemin qui est le plus protecteur par rapport aux données, sachant qu'il y en a de multiples pour atteindre un même objectif. Une approche par les risques, et ça on va vraiment insister puisque l'IA Act est aussi, structuré autour de l'approche par les risques. Et le RGPD est très important aussi là-dessus en disant comment je sais que mon traitement est bien licite et bien sécurisé. Eh bien, c'est en faisant une approche par les risques et l'IA, j'allais dire, l'IA Act renforce encore cette approche. Et effectivement, le principe de responsabilisation, de répartition claire des rôles, parce que effectivement, vous le savez, mais aujourd'hui, la donnée, pour un seul et même traitement, il n'y a pas qu'un acteur. En fait, bien souvent, il y a des sous-traitants, il y a la plateforme, notamment dans le cloud, où on va avoir maintenant la donnée qui est hébergée souvent à l'extérieur de l'entreprise et qui, du coup, fait intervenir d'autres tiers. Et donc ça, ce qui est extrêmement aussi important, c'est d'arriver aussi à structurer tous les acteurs qui tournent autour d'un même traitement de données. Et souvent, il n'y en a pas qu'un, il y en a 3, 4, 5, en fonction de la complexité. Et encore plus avec l'IA, avec la complexité et des données qui transitent un peu partout, eh bien, c'est extrêmement important que chacun connaisse bien son rôle pour pouvoir aussi savoir quels sont ses devoirs par rapport à la protection des droits. Voilà pour ces grands... c'est très rapide, mais c'est juste pour vous redonner un peu le cadre autour de ce RGPD qui est très important pour enchaîner sur la suite.
L'idée là, en fait, qu'est-ce qu'on a voulu faire, et là on va essayer d'avoir quelque chose d'assez fluide avec Sigline qui réagira aussi au fil de l'eau. Donc il y a bien ce RGPD, et ce RGPD, il faut comprendre que quelque part, il permet en fait d'encadrer l'IA, parce que comment dire, on parle dans le RGPD de traitement automatisé, décisionnel, donc quelque part, il n'y a pas de mention explicite à l'IA, mais on parle quand même des notions qui y font référence. Et quand on fouille dans le RGPD, on s'aperçoit que les principes sont là pour protéger les personnes. C'est juste que l'IA vient finalement poser des enjeux, des questions, et par son caractère systémique et massif vis-à-vis de la donnée, il vient quand même poser des questions sur comment bien le traiter pour être j'allais dire, en tout cas pour respecter parfaitement ces principes du RGPD. Et c'est vraiment ça qu'on veut vous montrer, c'est tous les challenges on n'a pas forcément de réponse. L'idée, c'est pas forcément de vous apporter des réponses, mais plutôt de vous dire attention sur tel et tel principe, ils peuvent être mis en cause, ou en tout cas ils peuvent être en conflit avec le principe même de l'IA, et c'est ça qu'on va essayer de faire. Oui, tout à fait. Puis de vous montrer que ça sera un peu notre leitmotiv, mais qu'en fait, tout doit être discuté sur ces sujets-là et qu'on n'est pas dans une approche avec potentiellement des cases à cocher, mais qu'il va vraiment falloir avoir un débat collectif sur un certain nombre de sujets pour déterminer ce qu'on, dans le droit général, dans le cadre général qui est celui posé par le RGPD, mais ce qu'on se donne le droit collectivement de faire ou de ne pas faire. Exactement. Voilà. Alors, premier thème pour se jeter dedans, donc je l'ai dit juste avant, la minimisation des données qui est extrêmement importante, qui est un des principes clés du RGPD. Et bien là, premier écueil, entre guillemets, c'est qu'effectivement l'IA par définition est non frugale, c'est-à-dire que le but c'est effectivement de collecter le plus de données possible pour en tirer le maximum de valeur. Et du coup, c'est pas forcément mal en soi, mais c'est juste que forcément, ça vient faire écho à la minimisation qui est imposée par le RGPD. Et on se dit, ok, maintenant il faut trouver des solutions pour que cette construction par essence non frugale permette quand même de se justifier et de limiter les données à ce qui est strictement nécessaire à la finalité du traitement. Et donc c'est juste de se rappeler que quand on construit une IA, il faut quand même l'avoir en tête en se disant très bien, je sais que je veux une IA qui fasse plein de choses et qui soit extrêmement complète, mais malgré tout, il faut absolument l'avoir en tête, et ça peut être non pas seulement autour des données collectées, mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi au sujet de quelle fréquence de collecte, et puis aussi quelle durée de conservation sur une IA générative ou une IA conversationnelle, combien de temps je vais garder les inputs que je vais recevoir et qui sont tagués potentiellement à un utilisateur via une adresse mail, combien de temps je vais les conserver, est-ce que je vais les anonymiser, enfin tout ça rentre vraiment dans les principes de minimisation qui doivent résonner encore plus fortement vis-à-vis de l'IA. Oui, certains d'entre vous doivent l'avoir vécu, mais je voulais partager avec vous une expérience avec un de mes clients dans le secteur du transport. On se pose la question de l'absentéisme. C'est un sujet qui est récurrent dans cette entité-là, qui fait l'objet d'un certain nombre de plans qui fonctionnent, mais avec un taux d'absentéisme résiduel qui reste fort. Et donc, vient ce sujet de se dire l'intelligence artificielle paraît une bonne technologie pour aborder potentiellement ce sujet-là, par opposition à la BI qui porte un peu sur des sujets fermés et plutôt, des questions fermées et sur le passé, ou à l'analytics où là on peut accéder au monde des questions ouvertes, mais on pose plutôt aussi des questions sur le passé. On se dit là, on est pile dans le bon angle pour résoudre notre problème. On va pouvoir poser cette question ouverte de dire quelles sont les raisons de mon absentéisme, et puis se projeter sur le futur en se disant mais comment je fais pour prévoir ça, et là en l'occurrence pour se dire mais comment je peux anticiper notamment le remplacement de mes ressources qui risquent d'être absentes à tel ou tel moment et générer des dysfonctionnements, des problèmes de délai, etc. On se lance sur ces sujets. Mais là, la question est entière. C'est-à-dire que finalement, on peut se dire, on s'est retrouvé à prendre des données qui pouvaient être des données ouvertes, externes, de météo, de planification des matchs de foot, de choses assez diverses. Là, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas sur de la donnée personnelle, mais du coup, en interne, on se retrouve à se dire, de la même manière, en fait, ça pourrait être intéressant de voir si mes pratiques managériales ont un impact sur mon absentéisme, si l'arrivée de mon nouveau directeur de filiale a peut-être eu un impact aussi sur l'ambiance au travail ou sur des changements de pratiques. Et ça, c'est quand même déjà beaucoup plus compliqué à justifier. Et donc, on se retrouve là avec cet ensemble de données challengées dont on se dit il est vraiment passionnant de se lancer, on va faire tourner ça et on va se dire qu'est-ce qui en sort.
Et puis, on se retrouve avec le RGPD dans un dialogue avec nos juristes qui nous disent très bien, mais en fait, comment vous justifiez de rentrer ces données-là sur les personnes, à quoi ça va vous servir? Et en fait, sans réponse, assez difficile de justifier. Donc, évidemment, bon, Luc le disait, l'enjeu, c'est pas forcément ici de vous donner toutes les réponses, mais d'illustrer que ce dialogue-là qu'on va avoir en se disant quel est l'intérêt de ça, pourquoi est-ce que je le mettrais, etc., il est primordial. Et j'anticipe un tout petit peu, tu vas y revenir après, mais le choix de la finalité aussi. En fait, qu'est-ce que je veux vraiment sortir de ça? Est-ce que je veux mon top 10 des absents, nominativement parlant? Est-ce que je veux des facteurs explicatifs pour déclencher des plans d'action? C'est complètement différent. Exactement, et donc du coup, c'est tout à fait cela, on ne devrait pas forcément donner de réponse, mais en tout cas, le principe qu'on peut retenir, c'est qu'il faut absolument pouvoir justifier la raison et est-ce que la donnée qu'on a collectée permet d'atteindre la finalité, et d'où effectivement l'importance de bien définir sa finalité, et c'est une très bonne transition, merci Sigline, puisque le deuxième point, effectivement, ce principe-là que l'IA est par définition exploratoire, et donc rentre potentiellement en conflit avec cette idée que justement il faut limiter les finalités. On doit savoir exactement pourquoi on fait un traitement, il peut y avoir plusieurs finalités, mais elles doivent être parfaitement définies et explicables. Et effectivement, c'est ça qu'on peut avoir comme challenge, parce que comme tu dis, une fois qu'on a cette donnée, on se dit et pourquoi pas celle-ci et celle-ci, on pourrait faire ça, etc. Mais très bien, mais dans ce cas-là, il faut quand même bien se rappeler que si on commence à changer de direction, il faut absolument le tracer et qu'on ait toute la liste des finalités absolument exhaustive et qu'on n'ait pas de la donnée au cas où qui permettent de faire d'autres choses plus tard. Ça, c'est absolument complètement interdit. Il faut qu'on sache justifier chaque donnée pour chaque finalité. Et y compris, et ça je pense que c'est intéressant aussi de le noter pour l'auditoire, c'est qu'on parle aussi beaucoup de POC, Proof of Concept, de tests, de bac à sable. On se dit, bon, bah, ça c'est pour défaut, donc finalement ça compte pas, c'est bon. Bah, en fait non, ça compte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser la donnée personnelle pour faire des tests en chambre, entre guillemets, même si la donnée reste, je ne sais pas, sécurisée, etc. Malgré tout, si c'est la donnée personnelle et qu'elle n'est pas anonymisée, il faudra demander un consentement des personnes, y compris pour ces bacs à sable, etc. Même si le sujet des bacs à sable est en discussion et on n'aura peut-être pas le temps d'y revenir parce que c'est des choses un peu complexes, mais en tout cas, il faut bien garder ça en tête que ce n'est pas parce qu'on fait un POC et qu'il n'est pas généralisé qu'on peut s'exempter de protéger la personne vis-à-vis de ses droits par rapport à ces données. Un point important aussi sur la gestion et l'analyse par les risques, on en a parlé. Le RGPD, c'est aussi beaucoup basé pour savoir si mon traitement est bien fait, entre guillemets, est bien réalisé et respecte le RGPD. Surtout sur les traitements sensibles, on va réaliser ce qu'on appelle une AIPD, une analyse d'impact sur les traitements sensibles qui répondent aux critères du G29. Et évidemment, du coup, il y a cette importance de maîtriser cette analyse par les risques, donc qui est exigé par le RGPD, mais on va en reparler après. Mais l'IA Act, pour le coup, aussi impose cette logique de réfléchir par rapport à les risques pour identifier effectivement les mesures à mettre en place par rapport à des cas d'usage d'IA. Et donc ce qu'on veut dire par là, c'est que si vous êtes déjà bon dans la maîtrise du RGPD et l'analyse par les risques, ce sera déjà un gros avantage parce que vous serez quelque part assez mature. Toutes les entreprises qui sont matures dans l'analyse d'impact RGPD ont un coup d'avance quelque part sur la maîtrise de l'IA parce qu'on va leur demander encore plus d'être concentrés sur ces analyses par les risques. Et donc c'est ça qu'on voulait faire passer comme message, c'est que soyez bons dans vos analyses d'impact, qui sont des exercices très complexes, qui mobilisent plein d'acteurs différents, de la cyber, de la sécurité, du juridique. Mais c'est un exercice extrêmement important et qui vous sera bénéfique pour tous les sujets IA. Les deux derniers thèmes, il y a effectivement un thème autour de la transparence et droit à l'information. Donc qu'est-ce que nous dit le RGPD? Je vais peut-être commencer plutôt par les rappels qui sont en bas, mais par rapport à la transparence et à l'information, le RGPD nous dit qu'il faut impérativement informer la personne en cas de processus de décision exclusivement automatisé. Comme je vous le disais, le RGPD fait quand même mention de concepts relatifs à l'IA. Par ailleurs, au-delà de l'information, il y a aussi la nécessité d'apporter à la personne concernée les explications sur la logique sous-jacente des algorithmes. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on doit être en capacité, une personne qui le demande, on doit être en capacité de lui expliquer, notamment dans un cas d'un processus décisionnel, comment a fonctionné l'algorithme. Et si on n'est pas capable de lui expliquer, effectivement, on peut être dans l'illégalité et faire l'objet d'une sanction de la CNIL. Et donc c'est très intéressant par rapport à l'IA, puisque en fait on voit bien qu'avec la complexité des algorithmes, l'utilisation massive des données, c'est parfois difficile d'expliquer certains algorithmes et j'allais dire de les détricoter.
Et donc ça, il faut y faire particulièrement attention, notamment quand il y a une décision, typiquement un scoring de crédit qui serait affecté automatiquement et qui permettrait d'avoir ou pas l'obtention d'un crédit. Si l'entreprise qui fait le scoring est incapable de l'expliquer à la personne concernée, le résultat par exemple de son non-accès au crédit, il pourrait être attaqué pour n'avoir pas su répondre à quelles étaient les variables et les pondérations qui ont permis le choix, j'allais dire, automatisé. Oui, et là finalement, l'IA introduit quand même une notion, enfin, ou scinde en deux cette notion de transparence. On parle avec l'IA pas mal d'explicabilité, ce qui est un peu différent du sujet de transparence. L'explicabilité, c'est de dire comment fonctionne mon algorithme. Et je le mentionnais un petit peu tout à l'heure, donc je n'y reviens pas longuement, mais avec certaines technologies, les algorithmes notamment auto-apprenants, le deep learning, on n'est pas forcément toujours en mesure de savoir comment l'IA, qui donc encore une fois apprend toute seule, trouve ses résultats. Et donc ça, c'est l'explicabilité, c'est se dire comment ça fonctionne. Mais il y a des travaux de recherche qui sont menés, peut-être Pôle emploi y reviendra parce que je sais que donc ces travaux-là sont menés, mais pour se dire comment est-ce que je peux trouver les déterminants du fonctionnement de mon algorithme d'IA. Et donc c'est assez drôle parce qu'on peut faire fonctionner des algorithmes sur des algorithmes, dans ce cas, pour justement faire sortir les déterminants. Et donc ça, c'est bien l'explicabilité. Après, il y a ce sujet donc, qui est extrêmement lié, mais qui est celui de la transparence, qui est de dire ensuite comment je rends compte de ces fonctionnements-là aux utilisateurs et de la façon dont les choses fonctionnent. Et là, donc, on a plusieurs niveaux d'explication qui sont nécessaires. Il y a peut-être cette explicabilité profonde à laquelle on n'est pas toujours en mesure de répondre, mais on doit pouvoir cerner les grands principes de fonctionnement. Et là, c'est peut-être tout un travail en interne de partage et de réflexion sur voilà, ce qu'on met en place. Et puis il y a ensuite la partie plutôt un peu vulgarisation, de se dire mais comment ensuite je transmets cette information de manière intelligible à mes publics d'une manière générale. Et ça, je pense que c'est un vrai challenge parce qu'aujourd'hui, on le voit sur le RGPD, les gens en fait sont de plus en plus friands de comprendre qu'est-ce qui est fait de leurs données. Et l'IA va venir complexifier ça parce que, on le voit chez nos clients, les exercices des droits explosent. Les gens commencent à comprendre le droit qu'ils ont par rapport à leurs données et à l'utiliser. Et c'est sûr qu'avec l'IA, il y aura encore plus de complexité par rapport à ça. Ça va demander un vrai saut qualitatif du coup dans la façon d'expliquer. Et voilà, et puis alors, il y a répondre à la réglementation, puis comme l'a dit Eddy, Sigline, il y a aussi un point de vue éthique de se dire, très bien, il y a la réglementation d'un côté, mais il y a moi aussi en tant qu'entreprise, qu'est-ce que je veux montrer comme image et quelles sont mes valeurs que je veux retransmettre au travers d'une éthique dans la gestion des données et de l'IA. Et peut-être justement en lien avec, là, pour le coup, une problématique qui est bien éthique, mais qui est aussi, j'allais dire, traité par le RGPD, c'est l'intervention humaine et les biais discriminatoires. Pareil, commençons peut-être par les rappels. C'est que par principe, les rappels du RGPD, c'est que par principe, une décision entièrement automatisée ne peut être mise en place qu'avec le consentement explicite de la personne, ou dans le cadre, en tout cas, il faut que ce soit dans le cadre d'un contrat, d'une base légale qui soit licite. Mais donc du coup, c'est important de le savoir, c'est que si on peut le faire, un traitement entièrement automatisé, mais on ne peut pas être surpris par ce traitement, on doit être au courant et on doit avoir donné son consentement pour dire d'accord, j'accepte de rentrer dans un processus de décision qui est entièrement automatisé. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on peut exiger une intervention humaine dans le processus de décision, c'est-à-dire effectivement, soit comme on l'a dit tout à l'heure, éventuellement pour l'expliquer et comprendre comment il a fonctionné, mais pour avoir un droit de regard ou un droit de contestation, on peut demander à ce qu'un humain intervienne dans le processus. Et ça, je pense que, on en a parlé un petit peu, Sigline l'a dit tout à l'heure, par rapport à pourquoi ça s'est renforcé, parce que les algorithmes, ça existe déjà avant l'IA, mais l'IA vient renforcer cette complexité. Et effectivement, le fait que ce soit, comme tu disais, conçu à la fois par des humains, il y a aussi des biais qui peuvent être à la fois sur la donnée, mais aussi sur les humains, entre guillemets, qui l'ont généré. Donc c'est quelque chose qui est important. Et Sigline, avant de passer à la partie suivante de votre première séquence, je vous propose peut-être de prendre quelques questions que j'ai vues parvenir. Donc, qui ne sont pas forcément en lien direct avec ce que vous aviez évoqué, mais qui concernent les IA génératives et notamment, comme vous avez parlé de ChatGPT. Auriez-vous des exemples de cas concrets dans lesquels ChatGPT se serait trompé ? Malheureusement, oui, c'est ça. Ouais. Je crois que Luc, on discutait un exemple qui nous a frappé récemment dans le cadre d'un procès d'un avocat qui a invoqué, donc je crois que c'était dans un procès pour, c'était quoi l'entreprise dans l'automobile ?
Je ne sais plus le nom de l'entreprise. Ouais, j'ai un doute. Sur en tout cas des dommages corporels qui avaient été causés à une personne. Et l'avocat a invoqué toute une série de références qui étaient en fait des références de rien du tout, c'est-à-dire des inventions, parce que la personne qui avait préparé, qui n'était pas l'avocat en lui-même d'ailleurs, mais qui avait préparé les éléments de langage, avait demandé un petit peu d'aide à ChatGPT, qui avait, alors évidemment je n'ai justement pas l'explicabilité de la façon dont la décision, dont les informations étaient remontées, mais qui avait en fait collecté et mélangé un certain nombre d'informations pour sortir des règlements qui ne faisaient pas du tout foi et qui ont donc invalidé complètement la défense mise en place. Mais cela dit, je ne sais plus, il y avait aussi un test récent qui avait montré qu'une IA conversationnelle était capable aussi de passer le barreau. Donc il faut faire attention parce que oui, c'est vrai qu'il y a encore des erreurs. La conclusion, c'est qu'il y a encore des erreurs, il y en a plein et c'est quelque part rassurant. Mais il y a effectivement, quelque part, sur certains métiers, c'est sûr que ça va permettre, plus les IA seront… Parce que là, on n'en est qu'au début, quelque part, hein, avec cette explosion qu'il y a en cours, mais c'est sûr que ça va poser des vrais challenges sur le futur. Oui, le dernier numéro du magazine Epsilon a mis en ligne un article qui montre justement par type de formation comment ChatGPT, enfin quel est le pourcentage de réussite de ChatGPT dans ces différentes formations. Et c'est vrai qu'on a du coup un peu les deux. Et je pense que bon, pour le prendre du bon côté, ce qui est intéressant, c'est que ça va challenger un petit peu justement nos critères de sélection sur ces sujets. Une autre question plutôt sur le RGPD, puisqu'on a bien compris avec votre intervention que les principaux éléments du RGPD allaient être transposés un peu dans le projet de réglementation européenne. Finalement, quels sont les retours d'expérience? Est-il vraiment appliqué? Les entreprises ont-elles acquis cette maturité qui leur sera nécessaire pour aborder justement l'intelligence artificielle? Vaste question. Encore quelques minutes parce que oui, c'est ça, je vais aller vite parce que c'est une vaste question. Je pense que oui, il y a, comment dire, comme la réglementation, donc il y a eu 2 ans, hein, entre guillemets, en 2016, RGPD, application pour 2018, donc les entreprises ont eu un petit peu de temps, on va dire, mais c'est à la fois extrêmement court pour une entreprise, notamment complexe, hein, même comme Lucans, où les organisations peuvent être parfois un peu complexes. Donc oui, tout le monde s'est mis en ordre de marche, mais pour faire, j'allais dire, le minimum vitesse, c'était pas le bon mot, mais tout le monde maintenant sait ce que c'est qu'un registre de traitement, sait ce que c'est qu'une analyse d'impact, sait ce que c'est qu'un DPO. Donc elles se sont structurées pour avoir les bases en 2018. Et là aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en fait elles essayent d'aller un cran plus loin et de vraiment le mettre, comment dire, l'intégrer au cœur de leur processus, de leur organisation et de leur gouvernance. Parce qu'on s'aperçoit que, ok, souvent il y a un peu le DPO et tout le monde se retourne vers le DPO en disant bon bah alors voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, sur des grandes boîtes notamment, ça marche pas parce qu'en fait il faut vraiment que la privacy elle infuse dans toute l'entreprise, le RGPD, et qu'il soit porté par des relais et qu'il y ait différents sachants. Et donc du coup là on s'aperçoit que en tout cas la problématique actuelle, c'est de pouvoir systématiser et que chaque personne qui manipule de près ou de loin de la donnée, hein, que ce soit côté de la DSI, mais aussi côté des RH, enfin même au côté du marketing avec la donnée client, eh bien tous ceux qui touchent de près ou de loin doivent absolument être, au-delà de sensibiliser, c'est maîtriser et savoir comment gérer leur traitement de bout en bout. Et ça, je pense qu'il y a encore un peu de travail pour que tous ceux qui touchent à la donnée soient particulièrement sensibilisés aux impacts. Ça, il y a encore du travail dessus. Merci Luc. Je vous propose d'enchaîner sur la présentation et donc sur les réflexions en fait, qui ont préfiguré à la préparation du règlement européen sur l'IA. Merci Monica. Là, donc à ce stade, je vous avais promis un peu une petite rétrospective historique. Alors comme je crois qu'on est très bavard, je vais aller vite, mais en tout cas, quelque chose que j'avais envie d'amener, on me confirme, quelque chose que j'avais envie d'amener ici, c'est de dire que donc Luc rappelait un peu les grandes dates, hein, 2016-2018 autour du RGPD. On est aussi à un moment où, au niveau européen, il y a un certain nombre de réflexions sur les enjeux économiques autour de l'intelligence artificielle. C'est une technologie, vous l'avez dit, qui est prometteuse et à laquelle ici, je pense qu'on croit tous, et qui amène des enjeux compétitifs majeurs. Et donc, il y a une réflexion qui se lance sur ces sujets-là, et puis donc, sur lesquels malheureusement, je ne reviens pas ici. Mais donc,
le prisme est d'abord pris comme ça, et puis avec cette réflexion-là, on se dit, ok, finalement, quel est le danger pour nous? Le danger, c'est de voir déferler en France, en Europe, des IA avec lesquels qu'on ne maîtrise pas, avec lesquels on n'est pas d'accord sur les usages, la légitimité, le fonctionnement, qui posent un certain nombre de risques, ceux qu'on a vus au début de la présentation. Et donc là, finalement, il semble que j'ai deux choix, soit je laisse ça faire et du coup, en fait, le corollaire, c'est bien, je laisse aussi mes entreprises développer de façon rapide et sans les entraver, toutes ces technologies, soit je dis, ça, c'est KO pour nous, on ne veut pas de ces technologies-là et de, de ces façons de faire là potentiellement, et du coup, il faut encadrer. Et là, l'idée un peu qu'il faut comprendre, c'est de se dire, en fait, cet encadrement-là, on veut en faire un vrai principe justement compétitif, en se disant, en fait, ce que l'Europe va amener, c'est une intelligence artificielle, donc le terme va arriver en 2018, de confiance, qui va être un vrai facteur différenciant sur le marché. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui est, moi je trouve agréable d'avoir en tête, quand on produit des intelligences artificielles, de se dire, bah, je ne suis pas là en train de m'embêter à répondre à un certain nombre de critères un peu pénibles et un peu, voilà, je suis en train de construire quelque chose avec lequel je suis d'accord, qui va être un beau produit et qu'on peut sans risque emmener sur le marché et qui va avoir une valeur pour cette raison précise qu'il est éthique. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu la philosophie globale. Les premiers travaux qui ont été lancés sur le sujet, c'était par le groupe d'experts de haut niveau sur l'intelligence artificielle, donc de la Commission européenne, qui sort donc un rapport en juin 2018. Alors, je vous le reprends parce que j'avais vraiment envie de vous les citer précisément. Il y a 3 principes éthiques qui ressortent de ce rapport. Donc la licéité, évidemment, donc c'est le respect des législations et des réglementations applicables. Et là, c'est tout ce que Luc vous a présenté jusqu'à présent. Le deuxième principe, c'est le principe éthique. Donc, c'est assurer l'adhésion à des principes et à des valeurs. Et donc, c'est cette idée de facteur différenciant que je viens d'amener. Et puis, le troisième point, c'était la robustesse. Donc, sur le plan technique notamment, on ait des IA qui soient solides. Donc, 3 principes éthiques, 7 exigences pour la mise au point, le déploiement et l'utilisation des systèmes d'IA. Donc, je vous les cite sans trop commenter. On revient sur des principes qu'on a vus en introduction et puis que Richard et Jacques réévoqueront tout à l'heure puisqu'ils sont aussi au fondement de la charte de plan emploi pour une IA éthique. Donc, l'action humaine et le contrôle humain, premièrement. Deuxièmement, donc, la robustesse technique et la sécurité. Troisième point, le respect de la vie privée et la gouvernance des données. 4e point, la transparence. 5e point, diversité, non-discrimination et équité. 6e point, bien-être social et environnemental. Et 7e point, responsabilité. Donc voilà un peu pour ce sujet. Donc l'introduction de ce terme un peu de confiance dans l'Union européenne. Un point sur lequel je voulais aussi insister, c'est que dans ce package un peu de principes exigences, il y a aussi un livrable qui est à mon avis très structurant. C'est une liste de questions qui donc en fait préfigure une forme d'évaluation, the assessment list, qui donne une liste de questions à se poser pour vérifier si finalement on est en conformité avec ces principes. Parce que là, je voudrais qu'on s'arrête un instant, se dire avec ma solution d'IA, est-ce que je suis transparent? Est-ce que je suis équitable? Honnêtement, ce n'est pas une question aussi facile que ça à répondre. Enfin, je veux dire, prenons la notion d'équité. C'est quand même un beau sujet de dissertation philosophique dans cette période de bac. Assez compliqué de se dire avec mon algorithme, est-ce que tout est OK? Et cette liste, je la trouve vraiment intéressante parce qu'elle va permettre d'aider les concepteurs d'IA à s'interroger pas à pas. En fait, elle décortique finalement des notions en se disant comment pas à pas je peux m'assurer que je suis bien équitable ou je suis bien transparent ou j'ai bien assuré je n'ai plus le terme. C'est pas grave, que j'ai bien listé en fait toutes les étapes et fait tous les contrôles nécessaires pour mon IA. Et elle est d'autant plus intéressante que du coup, elle va venir justement compléter le RGPD, enfin les AIPD, en posant des questions
qui sont propres à l'IA. Et donc là, vous retrouvez un peu l'échange qu'on a essayé d'avoir avec Luc tout à l'heure, qui reposait un peu les principes sur le RGPD et pour lesquels on venait dire quelles sont les spécificités de l'IA. Et là, c'est se dire, avec l'IA, j'ai peut-être des questions en plus, des questions complémentaires à poser. Donc c'est là-dessus qu'on arrive à notre fameux IA Act. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, l'idée c'est que ce texte-là, du coup, sera en fait un ensemble de 3 éléments qui va inclure notamment un paquet sur la responsabilité, ça c'est un sujet à part qu'on ne traitera pas aujourd'hui. Et puis, il va y aussi y avoir un ensemble de normes techniques. Donc là, justement, c'est de se dire, pour toutes ces notions qui sont un petit peu compliquées, comment techniquement je peux combler ce gap jusqu'aux spécificités de l'IA. Donc, s'il y a 4 choses à retenir sur cet IA Act, c'est, et Luc l'a dit tout à l'heure, qu'on reste dans une approche qui est basée sur les risques. Et on a un certain nombre de catégories qu'on vous projettera tout à l'heure très rapidement. Dans ces catégories, on a fait un petit focus là sur la diapositive que vous avez à l'écran sur la liste des systèmes d'IA à risque élevé qu'il faut avoir en tête et pour lesquels vous allez être plus particulièrement concernés. Il y a 2 autres sujets qui sont contenus, enfin je dirais même 3 dans cette législation. Le premier, c'est tout ce qui va concerner justement les bacs à sable et les logiques de test. Et puis le deuxième, ça va être la nécessité de tracer et d'enregistrer un certain nombre d'IA. Je parlais d'un 3e point. Le 3e point, c'est tout simplement d'arriver à définir l'intelligence artificielle aussi et à donner une définition qui soit opérante à la fois sur le plan législatif et puis sur le plan économique. Donc, oui. Je reste. Oui, non, on peut peut-être rapidement faire ce focus juste pour que vous ayez une idée, mais comme je sais que vous aurez les supports pour regarder un peu précisément. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a une approche par les risques sur les systèmes d'IA. Alors peut-être ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce qui est intéressant, c'est que là on est sur un texte qui porte sur une technologie. Et c'est la première fois qu'on est dans ce cadre-là. Là, jusqu'à présent, on était sur de la donnée. En revanche, elle ne vient pas réglementer la technologie en elle-même, mais les usages qui en sont faits. Voilà. Et c'est ça qui est assez intéressant, et c'est comme ça que se construit cette classification-là. Donc on a un certain nombre de systèmes d'IA qui sont jugés inacceptables et dans lesquels vous allez retrouver notamment tout ce qui est système d'identification biométrique à distance en temps réel. Alors il y a quelques exceptions de manière rétroactive dans des cas juridiques, etc. Mais ça va être des cas de droit, par exemple pour des crimes commis, etc. Mais qui vont être extrêmement réglementés. Donc ça, c'est le premier paquet. Si vous avez une idée qui ressemble de près ou de loin à un de ces points, c'est même pas la peine de continuer. Et puis il y en a qui ne sont pas la science-fiction, la notation sociale qui est déjà faite en Chine. Voilà, c'est ça qu'on peut voir. Certaines, pour nous, paraissent encore de la science-fiction. Puis pour les fans de la série Black Mirror, il y a un épisode dédié là-dessus sur la notation sociale, mais c'est sûr que certains sont déjà à l'œuvre dans certains pays, donc c'est pas... Non, tout à fait. C'est pas vraiment en avance sur les technologies. Il y a une deuxième catégorie qui sont les systèmes à risque élevé. Donc là, c'est tous les systèmes qui font peser des risques sur la sécurité ou les droits fondamentaux. Ça comprend tout ce qui est produits relevant de la législation de l'UE sur la sécurité des produits. Donc ça a l'air compliqué, mais les jouets, les avions, les voitures, les dispositifs médicaux, les ascenseurs. Petite liste. Et puis ça comprend, et donc c'était le point important que je voulais toper, les systèmes d'IA qui relèvent de 8 domaines spécifiques, dont un qui est, je cite, l'emploi, la gestion des travailleurs et l'accès au travail indépendant. En fait, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour ces systèmes à risque élevé, donc dont vont relever beaucoup des solutions dont vous allez pouvoir parler, il va falloir mettre en œuvre ces évaluations, il va falloir enregistrer les solutions, d'où un peu notre présentation aussi de tout à l'heure sur l'importance de se poser un certain nombre de questions que vous allez retrouver dans ces évaluations. Et d'être sensibilisé à l'analyse des risques.
Voilà. Je sais que Pôle emploi nous parlera tout à l'heure justement de l'évaluation éthique qui a été mise en œuvre. La difficulté à laquelle les entreprises, ça rejoint un peu la question qui a été posée tout à l'heure dans le chat, mais vont être confrontées, c'est que pour l'instant, on a l'impression d'avoir un certain nombre de critères, mais on n'a pas du coup derrière, enfin on a ces prémices de liste d'évaluation qui ont été proposées dans le rapport, mais on n'a quand même pas très concrètement une checklist exacte. Et puis ben, on aura toujours des questionnements. Peut-être un exemple qu'on n'a pas cité sur les biais, mais sur lequel je voulais revenir. Si vous mettez cas complètement fictif, si vous vous dites je peux proposer une intelligence artificielle pour dire quel salaire, moi Sigline, je veux demander sur le marché du travail demain en changeant d'entreprise. Bon. On sait aujourd'hui qu'il y a encore malheureusement des discriminations de fait sur le marché de l'emploi qui font qu'il y a des différences, notamment de salaire entre hommes et femmes. On peut supposer que, admettons Luc à poste égal, cette IA lui propose un salaire supérieur. La question qu'on doit se poser collectivement, c'est d'accord, mais on serait a priori assez vite indigné de se dire bah, l'IA propose un salaire, enfin propose à Sigline de se vendre à un tarif moins élevé que celui de Luc. Mais alors la question qui se pose c'est est-ce que c'est finalement pas éthique, bon, chacun vite une idée, mais est-ce que c'est pas éthique alors que c'est bien peut-être la proposition qui va me permettre de trouver un emploi extrêmement rapidement dès demain parce que c'est le salaire auquel les recruteurs s'attendent que je demande, ou est-ce qu'on veut rétablir une forme d'équité et du coup bah alors il va falloir paramétrer autrement l'algorithme qui n'a pas tort en fait sur la situation. Mettre des biais pour le coup dans le bon voilà. sens du terme. Oui c'est ça, et mettre des biais dans le bon sens du terme. Et en fait qu'est-ce qui se passe, et je pense que là on va boucler avec le début, c'est que l'IA avec tout son potentiel de se projeter dans le futur, elle nous demande en fait elle questionne notre monde d'aujourd'hui et elle nous impose de nous interroger, nous, sur le monde qu'on veut faire advenir demain. Sinon, par définition, elle refait exactement ce qui s'est fait plus loin. Voilà, et puis donc ensuite vous avez ces deux dernières catégories qui sont les systèmes présentant des risques spécifiques. Donc c'est ceux qui interagissent avec des humains et qui notamment sont capables de susciter des émotions. Et là, j'y reviens pas, mais on en a parlé un peu en introduction avec ChatGPT. Il y a déjà un certain nombre de bonnes pratiques sur le sujet, parfois assez simples, comme le fait de ne pas donner de nom humain au chatbot. Et puis des systèmes autorisés sans réserve. On va poursuivre en essayant de garder un peu de temps pour quelques questions. Oui, bah on peut. Alors après, oui, on peut aussi, si vous voulez, on peut passer rapidement. Je ne sais pas si tu veux faire un ou deux, mais parce que je crois que comme les gens auront le support, voilà, oui. L'idée c'est pas forcément de rentrer dans le détail de chaque technologie, enfin de chaque catégorie. En fait, je pense que ce qui intéresserait, enfin dans les questions là que je vois, c'est que quelles sont les obligations finalement qui vont peser sur les employeurs, comme par exemple à Lucans, où on se préoccupe, vous l'avez évoqué tout à l'heure, par rapport aux risques qui étaient dans la classification de risques inacceptables, je crois que c'est ça. Risques inacceptables, c'est ceux qui peuvent pas être, pour lesquels on ne peut pas développer d'IA. Risque élevé, risque élevé, voilà. Pardon, oui. Inacceptable, on ne touche pas. Oui, alors ce qui est intéressant et qui est un peu nouveau, c'est qu'il y a un certain nombre d'obligations donc, qui vont être proposées aux fournisseurs, c'est-à-dire d'une certaine manière à ceux qui mettent à disposition l'IA, mais aussi un certain nombre d'obligations côté utilisateur. Et je trouve que c'est une notion qui n'était pas là du tout dans les prémices et notamment dans les rapports du groupe d'experts initialement. Et qui, donc je commence par la fin, mais impose aux utilisateurs aussi, de se conformer aux instructions qui peuvent être données, ce qui veut dire aussi pour les fournisseurs, il faut des instructions, qui demande à l'utilisateur de faire des retours aussi et de signaler tout dysfonctionnement. Et ça va être un principe qui me permet un peu de faire le lien avec le côté fournisseur, qui va être extrêmement important aussi pour les concepteurs d'IA, de se dire comment est-ce qu'on embarque dans la construction des systèmes d'IA et notamment comment est-ce qu'on oblige on emmène les utilisateurs pour qu'ils fassent des retours au moment des périodes de test, justement pour détecter tout dysfonctionnement ou pas qui pourrait advenir. Ce
ce que vous avez et qui me semble vraiment pour moi un des deux, donc vous aviez j'ai déjà mentionné un peu mon leitmotiv autour du débat. Je pense que le deuxième, c'est autour des tests. Il y avait eu un rapport de l'Institut Montaigne sur le sujet des biais et qui disait s'il y a une chose à retenir sur ce sujet, c'est tester, tester, tester. Donc utiliser des données d'entraînement, de validation et de tests qui sont de qualité, donc c'est-à-dire avoir une exigence conforme au RGPD. Voilà, c'est ça, même à cette étape-là. Établir une documentation et concevoir des fonctionnalités d'enregistrement. Donc ça, c'est en fait se dire l'IA comme elle peut évoluer en permanence, les IA auto-apprenantes peuvent évoluer en permanence, je dois être en capacité, moi, de remonter le fil de la décision pour savoir pourquoi, à un moment donné, une décision a été prise, et donc ça implique, par exemple, des pratiques d'historicisation. Le troisième point, c'est donc de garantir un certain degré de transparence. Certains degrés, ça fait notamment écho aux problématiques sur l'explicabilité qu'on a mentionné tout à l'heure, et fournir aux utilisateurs des informations sur le système. Assurer une surveillance humaine, ça c'est peut-être un point qu'on n'a pas vraiment évoqué, mais c'est une grosse différence entre les solutions d'IA et les solutions dites, des algorithmes que je veux dire classiques. C'est que en fait l'essentiel du travail ou de la charge n'a pas lieu en amont avant que le produit soit mis sur le marché, mais il a autant lieu après si on est dans le cadre d'un algorithme qui évolue en permanence. C'est-à-dire qu'on a d'une certaine manière une phase projet de monitoring qui est extrêmement importante et dans laquelle il faut investir, et ça c'est un vrai changement de paradigme dans la gestion de projet. Et puis dernièrement, donc garantir la robustesse, l'exactitude et la cybersécurité. Pour terminer donc cette première séquence, j'avais une dernière question parce qu'effectivement on voit bien que la réglementation va s'étoffer et va apporter un certain nombre de contraintes. Donc est-ce que toute cette réglementation ne va pas freiner les entreprises dans toute leur démarche d'innovation, d'autant que l'IA est fortement contributrice en matière d'innovation? Ouais, c'est une vraie question aussi. Ouais. Je pense que le pari, et je l'ai dit tout à l'heure, le pari de l'Union européenne, c'est qu'il faut en fait faire de ces contraintes-là une source de valeur. Nous, notre intime conviction avec Luc, c'est que c'était déjà le cas pour le RGPD, mais là, de la même manière, ça va obliger d'une certaine manière à avoir des produits qui sont sûrs, robustes, de qualité, et aussi du coup à développer des usages qui soient là aussi conformes à ce que j'ai appelé tout à l'heure le monde qu'on veut faire advenir. Donc moi je suis entièrement convaincue que c'est une vraie opportunité et que la marche pour passer de la contrainte à l'opportunité, c'est justement de se lancer un peu aussi sur ces méthodes et tous ces changements, cette gouvernance. Et surtout ça ne régule pas, comme tu disais, la technique, donc tout le potentiel est ouvert. Non. On ne limite pas effectivement les solutions possibles, c'est juste effectivement mettre des règles. Et quand on voit la pyramide des risques sur les usages, on se dit finalement on est plutôt content que l'usage justement. Et donc ça paraît, et a priori, ou peut-être effectivement que le haut de la pyramide, ça obérera une partie de l'activité économique, mais finalement on n'est peut-être pas mécontent quand on voit le type d'usage qui peuvent en être faits. Écoutez, je vous remercie Luc et Sigline pour cette première séquence qui, j'espère, vous aura éclairé sur le cadre légal national et européen parce que, en fait, dernière question, si on peut, mais où en est-on sur le projet de règlement européen? Alors, oui, rapidement. Oui, très rapidement. En fait, là, le texte va entrer dans une phase de discussion et on attend d'ici la fin de l'année, fin 2023, au plus tard 2024, vraiment une version définitive du texte. Donc pour une application en 2024, c'est ça? Non, je pense que, j'ai pas de date en tête, mais il y aura forcément un délai de mise en application. Très bien. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Et puis je vais donc accueillir Richard Druot et Jacques Tessier qui vont présenter la deuxième séquence qui va illustrer en fait toutes ces thématiques liées aux enjeux de confiance. Donc Richard Druot, je l'avais dit en introduction, mais je le rappelle, est directeur du développement et de l'ancrage des pratiques. Et il est accompagné de Jacques Tessier, qui est responsable du pôle éthique, intelligence artificielle à Pôle emploi. Et tous les deux ont défini et mis en place tout le programme éthique à Pôle emploi. Donc ils vont nous expliquer
tout le projet, à la fois les enjeux qui ont présidé à la création de ce projet et toute la démarche mise en place pour accompagner tous les projets d'intelligence artificielle au sein de Pôle emploi. Donc Richard, bonjour. Donc, pouvez-vous nous raconter toute l'histoire de ce programme Ambition, à la fois intelligence emploi et ensuite les enjeux pour Pôle emploi à construire une démarche éthique pour ces projets d'intelligence artificielle? Bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir invités pour ce témoignage. On a eu un témoignage fort intéressant qui vient d'être réalisé sur toutes les règles, les textes de loi, les contraintes. Donc nous, on va redescendre sur Terre et sur la réalité opérationnelle. C'est l'objectif de cette séquence, en vous expliquant comment on a fait cette transformation depuis 2018. Alors avec un avantage, c'est qu'on est passé avant effectivement l'IA Act, et donc comment on a fait ce chemin de transformation. Donc au sein de Pôle emploi en 2018, fort des expériences qu'on avait pu avoir sur ce qui a été cité tout à l'heure, des expérimentations, des POC, des POV, on a décidé qu'il était temps de transformer nos pratiques de conception de services et d'utiliser l'IA à l'échelle et comment l'IA pouvait vraiment servir l'objectif de l'offre de services de Pôle emploi pour améliorer l'accès et le retour à l'emploi durable. Donc on avait cette conviction dès 2018 que l'IA pouvait être un levier, mais on avait une conviction aussi de dire qu'il fallait encadrer cette démarche et surtout on avait peu de recul en 2018, la réglementation européenne n'existait pas encore sur ces sujets-là, donc ça nous laissait des marges de manœuvre, mais on avait aussi peu de repères. Donc lors de cet appel à projet qui se voulait innovant au service des usagers, au service des conseillers du service public, on a pu mettre en avant notre volonté d'utiliser l'IA comme un levier de transformation, notamment pour notre offre de services, mais aussi pour permettre au sein de Pôle emploi, un peu comme on avait fait le virage numérique et comme on l'a tous fait il y a une dizaine d'années, même une vingtaine d'années, faire ce virage de l'IA dans les meilleures conditions. Donc l'avantage du FTAP, c'était de nous permettre d'apporter des fonds supplémentaires, ce qui était nécessaire, puisque c'est un sujet qui est quand même lourd en termes d'investissement humain et financier. Et pour convaincre le FTAP, donc la DITP et la DINUM, du bien fondé de notre démarche, on a axé nos cas d'usage métiers sur 3 axes. Un axe plus centré sur nos conseillers, donc comment rendre la vie plus facile de nos conseillers avec de l'IA en les détachant de tâches répétitives et leur permettre de bénéficier de l'apport de valeur que peut avoir l'IA dans l'offre de services qu'ils délivrent. Donc premier axe interne. Deuxième axe tourné vers nos usagers, donc que ce soit les usagers demandeurs d'emploi ou les usagers entreprises. Et là, avec la volonté d'utiliser l'IA pour permettre de faire des aides au diagnostic, de faire des recommandations, en particulier pour le demandeur d'emploi, fort d'un diagnostic personnalisé, contextualisé. Qu'est-ce que l'IA peut amener comme valeur en termes de prédiction sur les différents actions à mener pour le rapprocher de l'emploi. Et côté entreprise, en miroir, notamment sur les recrutements, comment sur la base là aussi de toutes les informations dont on dispose sur l'entreprise et sur le contexte économique local, comment l'IA peut aider à conseiller le recruteur sur la façon de libeller son offre d'emploi, sur s'ouvrir à des candidats potentiels qu'il n'avait peut-être pas vus initialement parce que pas forcément sur des niveaux de compétences ou des compétences qu'il imaginait qui sont transférables d'un métier à l'autre. Donc voilà, comment utiliser toute la force de l'IA pour justement permettre ces aides avec de l'IA, et sachant que dès le départ, on avait la volonté que l'humain soit au centre, ce qui nous a bien servi au regard des enjeux d'aujourd'hui. Voilà, donc grâce à ces enjeux et ces objectifs qui étaient clairement affichés, ça nous a permis d'être lauréat du premier appel à projet en mai 2018 de mémoire et de pouvoir commencer dès 2019 sur la base de 3 années le programme Intelligence Emploi. Le Covid est venu
est venu se mêler de tout ça. Donc on a décalé, on a eu un petit décalage de 10 mois. Donc le programme s'est officiellement terminé fin octobre 2022. Et on a là aussi dans notre approche du programme Intelligence Emploi, mais c'était aussi quelque chose qui était recherché dans le cadre du FTAP, de l'appel à projet, c'était de dire qu'il y avait un engagement aussi à remettre à disposition de la sphère publique non seulement les REX, mais aussi les communs numériques des projets lauréats. Donc c'est en cela aussi que cette invitation a été prise avec beaucoup d'envie. On est là pour témoigner de notre retour d'expérience, de pouvoir lancer des nouvelles coopérations, de mettre à disposition nos livrables. On les a mis à disposition sur une plateforme qui est gérée par la DITP, notamment, qui s'appelle la ressourcerie. Voilà, donc on est bien dans cet esprit de dire profitons de l'expérience et des données publiques qu'on a eues pour partager nos retours d'expérience et bien entendu ce qui a marché, mais aussi ce qui a moins bien marché. Donc, pour synthétiser comment on a voulu faire cette approche de transformation et ce projet, l'idée, le leitmotiv, c'était de dire on veut installer une IA de service public, parce qu'on est un service public, donc Sigline a évoqué les sujets de finalité et aussi de modèles sociétaux qu'on veut installer, mais on a une particularité, nous tous, autour de cette table virtuelle, c'est qu'on est un service public, donc on a encore plus d'exigences en tant que service public. Donc, une IA de service public, éthique, ça nous semblait non négociable, citoyenne, et dans citoyenne, il y a à la fois le citoyen que nous sommes tous, voilà, et à la fois aussi l'usager, mais aussi nous en tant que citoyens, et donc l'humain au centre, et donc le conseiller aussi. Et puis, avec une volonté française et européenne, là aussi pour des choix de souveraineté et de modèles de société, et de ne pas subir des IA qui ne nous conviendraient pas. Donc parfois, il faut savoir perdre un peu de temps pour en gagner ensuite. Et c'était une vraie conviction qu'on peut faire au niveau de la France et de l'Europe des IA compétitives qui répondent surtout à notre IA de valeur. Donc ça, c'était 2018. Ah, j'ai une petite... Désolé. Là. Voilà. Non, en fait, je vais piloter si vous voulez bien. Merci. Voilà. Je l'ai pris à l'envers, donc forcément. Donc, quelle était notre conviction quand on a démarré ce grand projet de transformation sur 3 ans? C'était, contrairement à certaines modes, on parle beaucoup des data scientists, par exemple, on parle beaucoup du SI, on peut parler beaucoup des data, c'est quelques biais qu'il peut y avoir dans les approches d'intelligence artificielle, alors notamment quand on veut passer à l'échelle. Quand on reste dans des POC ou des POV, quand on est sur les POC, on est plus sur le côté technique. Quand on est sur les POV, on est plus sur la valeur métier. Mais on peut avoir des approches, on va dire, segmentées. Nous, notre conviction dès le départ, et ça a été consolidé avec l'expérience et le retour d'expérience qu'on peut faire aujourd'hui, c'est que la réussite, la clé de la réussite, c'est bien d'embrasser le sujet par l'ensemble des composantes que porte l'IA. Vous ne pouvez pas faire de l'IA à l'échelle en prenant que le sujet du data scientist, ou que le sujet des data, ou que le sujet de l'éthique. Il faut vraiment embrasser l'ensemble des composantes qui composent votre écosystème. Nous, on les a décomposées en 7 familles, 7 capacités. L'idée, c'était de dire comment on va faire une transformation au sein de Pôle emploi et comment on va être en maturité et comment on va progresser sur ces 7 capacités pour qu'à l'échelle des 3 ans, on soit après installé et on ait des capacités qui soient en modèle industriel. Donc ces 7 capacités, c'est l'éthique au centre, parce qu'on a on a tout de suite compris que l'éthique pouvait servir à la fois de colonne vertébrale pour soutenir l'ensemble de la démarche de transformation de l'intelligence artificielle, mais aussi, un peu comme un squelette, soutenir les 6 autres capacités, parce que dans chacune de ces capacités, il faut avoir un regard éthique. Quand on parle technique, il faut avoir un regard éthique. Quand on parle data, il faut avoir un regard éthique. Quand on parle conduite du changement, l'éthique est un levier, puisque si vous faites une IA de confiance, forcément, ça va rassurer à la fois l'utilisateur final, mais aussi les conseillers, la personne qui délivre le service. Même pour le concepteur, que ce soit le développeur, que ce soit le data scientist, que ce soit le chef de projet, que ce soit le métier, si vous parlez d'abord éthique et si vous arrivez à avoir une discussion, un échange sur l'éthique,
après les gens se sentent à l'aise de développer leurs convictions et leur savoir-faire dans le développement de solutions métiers IA. Donc voilà, l'éthique au centre, et autour, 6 autres capacités. Je vais commencer par la capacité compétence et expertise, qui est là est en numéro 7. Selon les présentations, on change de numéro. Mais là aussi, en tant que service public, c'est un sujet particulier parce que ce n'est pas toujours facile d'attirer des compétences sur des métiers qui sont très à la mode. Et donc, on est un service public, donc là, il faut être force de conviction pour dire que parfois, c'est mieux de faire de l'IA dans un service public pour des raisons mercantiles, même si ça se respecte aussi. Voilà, donc compétences expertise, parce que c'est des compétences recherchées, volatiles, donc là, il faut un vrai discours, et il faut pouvoir que l'État puisse avoir des forces internes sur lesquelles il puisse s'asseoir. Une des clés de la réussite pour compétences et expertise au niveau de l'État, c'est qu'on mutualise aussi nos expertises. Donc là, ça tombe bien, on est dans un champ de sphère publique. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, on n'hésitera pas à vous solliciter aussi, mais je pense que tout ce qu'on peut partager en termes d'expertise, de compétences et faire des projets avec des compétences croisées, ce sera enrichissant pour l'individu, qui ne sera pas dans un écosystème unique où il va toujours parler de l'emploi, de la maladie, de la retraite. Donc ça peut être aussi enrichissant et répondre à des besoins individuels des individus qui ont besoin de changement, mais aussi ça permet de passer de différents écosystèmes et c'est valorisant et c'est intéressant. Donc compétences expertise, bien entendu, nous il a fallu aussi faire appel à des compétences externes. En 2018, il n'y avait pas non plus beaucoup de sociétés qui avaient, même des sociétés de services, comme vous avez eu 2 exemples précédemment, très compétents, qui avaient non plus 20 ans de recul sur l'IA et sur le passage à l'échelle. Donc voilà, donc on a tous un peu appris en marchant. Ce sujet-là, compétences et expertise, au bout de 4 ans, il est toujours au cœur de nos réflexions RH et de GPEC, parce que c'est un sujet permanent. Le deuxième point que je citerai, c'est stratégie et écosystème. Là, l'idée, c'est de dire, il faut une stratégie. Donc la stratégie, c'était de dire d'embrasser avec une vision systémique. Il faut aussi une stratégie financière qui puisse soutenir la transformation. Donc là, on avait la chance d'avoir un budget FTAP. Et il faut aussi une stratégie où il ne faut pas réinventer la poudre. Donc là aussi, on avait une volonté de se nourrir de l'écosystème. Donc dans tout ce qu'on a fait, on a essayé de regarder ce qui était fait dans l'écosystème au niveau national, européen et international, parce qu'il y a effectivement ce rayonnement international, sachant que parfois on fait le tri. Quand on parle éthique, on fait le tri de ce qui peut être fait dans certains coins du monde qui ont été évoqués tout à l'heure, que ce soit l'Asie, les États-Unis aussi, enfin, les différents coins du monde, ou la Russie, par exemple, pour en prendre un troisième d'actualité. Voilà, donc nous, vraiment, plutôt une IA européenne et française et de services publics. Et donc là, il y a beaucoup de choses pour s'inspirer et trouver des coopérations et aussi réduire les coûts en ne réinventant pas ce qui a déjà pu être fait, qu'il suffit d'adapter. Donc là aussi, on a un devoir de remettre à disposition tout ce qu'on a pu faire. Donc là aussi, vous pouvez nous solliciter, il n'y a pas de sujet. Ensuite, troisième point qui va avec l'IA de confiance, qui est notre sujet d'aujourd'hui, c'est la sensibilisation et la conduite du changement. Parce que vous pouvez avoir la meilleure IA du monde, vous pouvez avoir la meilleure éthique du monde, si le sujet de confiance, si l'utilisateur ou le conseiller qui déploie l'offre de service n'a pas confiance et n'a pas compris le processus métier et quelle est la part de l'IA et quel est le sens et l'apport de valeur de l'IA, ça ne fonctionnera pas. Je pense qu'on peut faire des heures sur la transparence et sur l'explicabilité. Je pense qu'on n'est pas tous ni mathématiciens ni informaticiens. Donc qu'on parle d'IA ou qu'on parle de système informatique, savoir expliquer, tel que ça a été dit tout à l'heure, c'est une chose, que ce soit compris, c'est une autre chose. Donc là, il faut tuer quelques fantasmes, il faut prendre quelques principes qui permettent à la fois d'être cohérents avec la législation et la loi. Il faut sortir du fantasme que tout le monde va comprendre comment Waze fonctionne, ou comment Netflix fonctionne, ou comment une solution métier fait une recommandation de formation
pour un demandeur d'emploi, par exemple, si je prends cet exemple-là. La gouvernance des données, ça c'est le quatrième point. Forcément, l'IA, ça se base sur des données. Il faut bien connaître ces données. Il faut éviter les biais, ça a été dit, je ne vais pas répéter, mais tout ça est repris aussi dans l'éthique. La gouvernance des données, c'est important. Il faut vraiment, les dérives peuvent très vite apparaître si on fait parler des données qui ne correspondent pas à un sens métier ou à une qualité des données. Il y a à la fois la qualité intrinsèque de la donnée, mais il y a aussi comment on fait parler la donnée. Donc là aussi, c'est un sujet qui est pointu, mais les 7 sujets sont pointus. Comme ça a été un peu abordé aussi, méthodologie et comitologie IA, l'IA apporte quelques nouveautés par rapport à un projet. Ça commence plutôt avec des questions éthiques un peu plus fortes. Ça finit beaucoup plus tard avec effectivement comment les solutions, une fois qu'elles sont en production, elles sont supervisées et managées. Donc il y a quelques améliorations et quelques ajustements à faire d'un point de vue guide méthodologique, bonne pratique. Voilà, donc ça s'impose parce que sinon on loupe des choses et on ne réussit pas forcément du premier coup. Et enfin, le dernier volet qui est le plus connu, c'est qu'il faut des socles techniques, technologiques et des solutions métiers IA qui soient robustes. Et ça, c'est du bon sens. Donc nous, en 2018, on n'avait pas l'IA Act, mais on a fait appel à notre bon sens. Donc on voit bien que la technologie va plus vite que la réglementation. On voit bien que la société va plus vite que la réglementation. On voit bien qu'il y a certaines réglementations qui sont plus ou moins souples en fonction des pays. Voilà, donc il y a vraiment un enjeu de choix de société, de délivrance de services et qu'est-ce qu'on veut mettre en œuvre auprès de nos publics. Et nous, on est un service public. Donc je pense qu'on a un devoir supplémentaire entre la théorie de l'utopie, du pays de l'utopie qui a été un peu décrit dans les textes. Je pense que le service public a un vrai devoir de dire, voilà, il faut être conforme, il faut faire progresser, il faut pousser cette volonté d'IA européenne qui a de la valeur parce que justement, elle a un cadre qui est responsable, raisonnable par rapport à notre vision du monde. Mais il faut aussi qu'on simplifie et qu'on fasse une IA et un service éthique auprès de nos citoyens parce que c'est notre devoir de simplifier cette complexité pour l'usager final et aussi pour nos conseillers. Voilà, donc je pense qu'il y a une vraie plus-value de service public à avoir sur ce sujet-là, d'où l'importance de l'éthique et d'où l'importance de la manière de délivrer nos services. Donc là, je vais passer rapidement parce que je suis bavard, mais je peux quand même en dire 2 mots. Ce que nous ne voulons pas, en tout cas, c'est une IA comme un moyen et faire de l'IA pour faire de l'IA. On veut vraiment que l'IA soutienne l'offre de service. C'est-à-dire que c'est vraiment, nous on pense offre de service, et c'est tout le dialogue qu'on a, que Jacques commentera tout à l'heure, le dialogue qu'on a avec notre comité externe, et ils sont totalement alignés sur ce raisonnement principal qui draine nos réflexions, c'est d'abord, quelle est votre finalité métier? Si la finalité métier est légitime, l'IA peut être une solution. En plus, si l'IA est la meilleure solution pour la finalité métier qu'on pousse en tant que service public, autant utiliser l'IA. Après, que ce soit une technologie d'IA simple, un RPA, une IA analyse sémantique, une IA deep learning ou un LLM, du moment que la finalité est légitime et que c'est maîtrisé et que ça correspond à nos enjeux éthiques, on peut utiliser l'IA. Mais on ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA. Après, il y a des processus de veille, d'innovation, mais qui sont dans des cercles fermés et sur lesquels j'approuve aussi, ce n'est pas des bacs à sable, donc on ne fait pas n'importe quoi sur ces sujets-là, et on le fait avec des données qui sont anonymisées. Donc, l'IA pour accompagner les services dans un cadre éthique, et là aussi, je dirais qu'en tant que service public, vous le savez aussi, on n'a pas attendu l'IA pour faire de l'éthique. Nous, on avait un service éthique qui existait dans Pôle emploi, qui est présent dans l'ensemble de nos 17 régions, avec des correspondants éthiques. Donc on a juste fait embarquer, on s'est appuyé sur ce réseau éthique pour délivrer encore plus de valeur et encadrer le dispositif éthique IA. Donc l'éthique au sein d'un service public, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Voilà. Donc on n'a pas attendu non plus l'IA Act. Donc ce qu'on ne veut pas faire, c'est faire de l'IA pour faire de l'IA, et c'est verser dans le tout technologique. C'est d'abord le métier qui prime. Et les questions qui sont soulevées, mais je pense que vous les traverserez, et puis certaines ont été évoquées, c'est effectivement que ça pose des questions d'un point de vue intellectuel, méthodologique, juridique. Ça pose la question d'embarquer nos usagers et nos conseillers.
et puis ça aussi draine des sujets sociétaux, notamment le sujet RSE, enfin c'est numérique versus RSE, et l'IA étant très consommateur à la fois de puissance de calcul et de données, ben ça se pose encore de façon plus grande que les autres sujets SI. Et du point de vue plan sociétal, et c'est ce qui aussi fait la différence en France et dans un service public, ça pose aussi la question de l'humain dans le travail. On voit bien avec le LLM qui a remis le sujet au centre, la place de l'humain qu'on veut dans le travail de demain et dans le service public, mais aussi en miroir dans la société française, c'est vraiment quelque chose d'important parce que l'automatisation plus ou moins grande qu'on peut faire avec de l'IA pose cette question avec tous les sujets d'explicabilité, mais au-delà de ces sujets d'explicabilité, c'est aussi à quel moment on veut garder l'humain au centre, parce qu'on sait bien qu'avec l'IA, il y a un sujet de compétences, de tâches complexes, mais il faut aussi entraîner ces compétences, donc ça pose des questions. J'ai l'âge d'avoir des enfants qui ont connu Internet depuis tout le temps et qui ont connu la calculette à l'école. On voit bien la différence de compétences entre les vieilles générations qui savent faire tout de tête, des règles de 3 voire plus, et puis les nouvelles générations qui, sans leur téléphone, ne savent plus faire. Les générations d'après, et je vois mon petit-fils qui a 2 ans et qui passe les pubs déjà sur le smartphone, avec du LLM, je me demande s'il va savoir quelles vont être ses compétences de demain. Voilà, donc le fait de garder la main et de savoir réfléchir, je pense que c'est important. Donc, en synthèse, ça reprend un petit peu ce que je viens de dire. Une IA à notre image, avec une éthique propre à notre mission de service public. Donc nous, c'est vraiment notre conviction, qui va dans la suite de notre modernisation numérique, parce que l'IA, c'est du numérique. Et ce qu'on se dit aujourd'hui ne sera peut-être plus vrai demain. Vous verrez que dans notre ex, on est très fiers d'avoir mis en place tout ce qu'on a pu mettre en place sur l'éthique, parce que ça nous a permis de subir la vague LLM et les IA génératives avec une relative tranquillité, parce que nos dispositifs étaient là pour encadrer le dispositif, pour encadrer cette vague qui est arrivée. Et puis, bien entendu, améliorer le service et surtout bien considérer l'humain au centre. Donc l'IA, c'est ce qu'on dit sur la partie droite. Elle ne doit pas être autonome. Donc chez nous, elle ne contraint jamais nos collaborateurs et nos usagers. C'est toujours le collaborateur et l'usager qui ont la décision au final, sous réserve de bien lui expliquer. Voilà, il y a des choses aussi, il y a des efforts à faire. Et puis surtout, ça ne doit pas déshumaniser notre relation de service et ça doit permettre de garder l'humain au centre. Merci Richard pour cette introduction très intéressante du programme Intelligence Emploi et de sa déclinaison éthique. Donc on a bien compris les principes qui ont été mis en place, définis pour Pôle emploi et les valeurs. Jacques, maintenant, pouvez-vous nous expliquer comment vous avez décliné tous ces principes dans les projets de démarche éthique et projets d'intelligence artificielle? Alors, comme l'a indiqué Richard très fortement tout au long de sa présentation, donc l'éthique, c'est vraiment ce qui, dès l'origine, a été le socle fondateur de nos réflexions autour de l'IA, pour bâtir cette IA de service public éthique, citoyenne, française et européenne, par opposition à des conceptions, à 2 autres grandes conceptions, une orientée sur les données dans leur usage de contrôle social, type chinois, qu'on a évoqué, une autre autour de la captation de ces données par de grands acteurs privés, tels qu'on peut l'avoir avec les GAFAM. Donc nous, on a fait effectivement le choix de se situer dans cette alternative qui est la vision européenne et qui a été largement développée tout à l'heure par Zicline. Et donc on a cherché à se doter d'éléments, d'outils qui permettaient d'étayer cette démarche. Tout d'abord, la construction d'un cadre éthique qui puisse accompagner les transformations amenées par ce programme. Un cadre qui soit suffisamment robuste pour accompagner les projets dans leurs évolutions, les nouvelles problématiques auxquelles nous allions avoir à faire face.
Et ça, tout au long du cycle de vie, hein, dès la conception d'un cas d'usage, d'un projet, jusqu'au sujet qui pouvait être embarqué lors de la conception, de la fabrication, du déploiement, et puis ensuite donc de l'accompagnement tout au long du cycle de vie. On verra que c'est un point important donc de nos projets embarquant de l'IA. La démarche a bien entendu commencé par une volonté de s'inscrire dans un cadre législatif, hein, il a été rappelé tout à l'heure, mais pas seulement. Hein, donc la volonté, c'était aussi d'aller plus loin que ce cadre-là, d'être aussi partie prenante de la constitution d'une nouvelle vision, enfin en tout cas de cette vision de l'IA et de cet usage de l'IA qui est en train de se construire, hein, à laquelle nous voulons participer. Et donc nous sommes tournés vers tout un ensemble de recommandations. Là encore, elles ont été rappelées tout à l'heure, recommandations européennes. Il y avait aussi hors de l'Europe la déclaration de Montréal notamment, hein, qui a été aussi fondatrice dans la réflexion autour de cet encadrement. Et donc l'idée, ça a été de se saisir de l'ensemble de ces éléments et puis d'y ajouter notre couche secteur public, hein, notre marque Pôle emploi, inspiré déjà du cadre éthique qu'a rappelé Richard, hein, déjà plus largement hein, sur l'ensemble de nos activités et de nos métiers, pour construire une charte qui puisse, un outil hein, qui nous a semblé être une charte éthique, l'outil le plus adapté, une charte éthique pour l'intelligence artificielle. Et donc cette charte, la constitution de cette charte, c'était aussi une volonté dès le départ, hein, c'était d'associer l'ensemble des utilisateurs, alors à la fois usagers et conseillers, d'associer les directions métiers aussi dans la conception de cette charte, l'idée étant que cette charte soit portée par l'ensemble des parties prenantes et l'ensemble de l'organisation. Et donc qu'elle soit comprise et donc que l'ensemble des parties prenantes participent à sa constitution, à sa construction. Et donc c'est passé par des phases d'ateliers, de lab, avec donc des usagers, des demandeurs d'emploi, des entreprises, des conseillers aussi, et puis ce matériau a été consolidé à travers la consultation des directions métiers, direction générale, la DSI, et puis donc nous avons proposé une mouture de cette charte donc à notre comité externe, éthique externe, on y reviendra un peu après, et puis elle a été finalement validée par notre conseil d'administration et publiée, elle est publique aujourd'hui, donc en avril 2022. Alors, cette charte embarque donc 7 enjeux, alors qui ne sont pas neufs par rapport à l'ensemble des recommandations qui pouvaient avoir été faites par ailleurs, mais qui centrent bien le choix que nous avons fait de ces différents enjeux, parmi ces recommandations, ce sur quoi nous avons choisi de mettre l'accent. Alors on retrouve bien entendu la question de la finalité, de la légitimité des algorithmes, avec cette idée que cette finalité doit effectivement être définie dès le début, mais que aussi elle doit être suivie dans le temps. L'alignement par rapport à ces finalités doit être suivi dans le temps, elle doit être aussi mesurée, et elle doit être suivie dans le temps, y compris au-delà de la mise à disposition de la solution IA, pour surveiller des dérives d'usage. Voilà. Ensuite, bien entendu, l'humain au centre, on en a déjà parlé, on a senti que c'était la volonté générale de l'usage de l'IA à Pôle emploi, donc l'IA au service de l'humain, et donc là, ça pose des sujets autour de la capacité de l'utilisateur à utiliser, à maîtriser ce qui lui est proposé et à utiliser ou pas la proposition, par exemple, faite par l'IA. Et donc, ça rejoint ce que disait Richard sur la main qui est laissée au conseiller ou à l'utilisateur dans l'utilisation de ce qui est proposé. Ça embarque aussi des thèmes autour de l'impact sur le travail. Et là, on travaille, nous sommes partenaires du Laboria,
hein, qui a été installée par Elisabeth Borne à l'époque où elle était encore ministre du Travail. Hein, et donc c'est une plateforme de chercheurs hein, qui a pour objectif d'identifier l'impact des services d'intelligence artificielle sur le travail. Hein, et donc, qui va observer sur le terrain un certain nombre de cas d'usage, de projets qui ont été mis en place, et donc qui est venu aussi observer un certain nombre de nos cas d'usage. Et il y a des questionnements intéressants sur lesquels je pense qu'on va capitaliser à un moment donné, autour justement de l'impact en termes de perte d'autonomie dans les décisions, de déresponsabilisation, d'évaluation aussi de la performance, hein, si une partie de l'activité est faite par de l'IA, etc. Donc des questions qui sont aujourd'hui en réflexion lorsqu'on embarque de l'IA dans nos projets. Et puis il y a bien entendu l'équité et la discrimination, avec donc des sujets un peu particuliers aussi autour des biais. Hein. Forcément, l'équité et la non-discrimination sont forcément des sujets que nous embarquons, je dirais, par essence dans nos activités à Pôle emploi, mais plus particulièrement dans l'IA, ça a été rappelé tout à l'heure, hein, il y a question autour des biais, de l'usage des données, donc un point extrêmement important, la liberté de choix aussi, hein, qui rejoint la volonté d'autonomie, la transparence, on en a parlé tout à l'heure avec d'ailleurs cette distinction entre explicabilité et transparence, hein, on verra, là on a effectivement deux sujets à aborder, hein, l'un qui est sur la compréhension de ce que fait l'IA, de ce que propose le service, à la fois en termes d'usage des données, qu'est-ce qui conduit l'intelligence artificielle à me faire cette proposition-là ou à m'afficher ce score-là. Et puis la transparence aussi, qui va un peu plus loin que ces objets-là, et qui peut aller aussi sur comment je comprends le service et qu'est-ce que je comprends des conséquences de mes choix par rapport au service, par exemple. Et puis sur la sécurité, alors c'est un peu, il y a un socle standard, je dirais, hein, en termes de sécurité du SI, donc de production, hein, et donc il y a bien entendu des standards à Pôle emploi, mais on voit bien qu'en termes d'intelligence artificielle, des objets nouveaux apparaissent. Hein, ce sont une circulation des données qui peut être différente, accrue, des solutions parfois open source ou autres que l'on intègre et qu'on utilise et qu'il faut maîtriser, des technologies parfois qui posent des problèmes en termes spécifiques en termes de sécurité. Et donc c'est un volet qui est embarqué aussi donc dans nos réflexions et qui est présent dans la charte éthique. Et puis bien entendu, pour finir, l'impact environnemental avec, on le sait, l'impact carbone extrêmement important, hein, donc, de l'intelligence artificielle. Si je peux me permettre, sur équité et non-discrimination, l'IA, mais comme tout service numérique, ne fait que retranscrire, nous en tant que service public, on a quelques 40 000 conseillers qui sont en prise directe avec les demandeurs d'emploi et les entreprises. Ça serait utopique de penser que les 40 000 conseillers aujourd'hui délivrent le service avec la même équité, sans biais discriminatoire. Donc il y a un peu ce fantasme aussi de dire avec le numérique ou avec l'IA, il y a des sujets nouveaux. Non, ça a toujours été un sujet, voilà. Mais c'est moins engageant pour un service public ou une entreprise de dire « Ah bah là, un conseiller a eu une dérive dans la pratique parce que bon, voilà, l'erreur est humaine », alors que quand c'est du code et que c'est généralisé, bah là on est redevable de ce qui est dans le code. Voilà. Donc c'est un peu le passage à l'échelle et le fait que ce soit, entre autres, dans un code national qui fait que ça pose des questions beaucoup plus prégnantes que les sujets qu'on pouvait connaître précédemment. Il y a le risque que ça ne puisse pas être intercepté aussi, puisque par définition, si c'est automatique et que même si on a l'humain au centre, voilà, que ça échappe bien sûr à l'analyse humaine. Et puis il y a une particularité dans les propositions faites par l'IA, qui est que ce sont des propositions, alors surtout quand on parle de réseaux de neurones, qui sont des propositions probabilistes.
hein, et donc avec un risque d'erreur. Et donc d'ailleurs, c'est un des sujets qui a été évoqué dans notre comité éthique. Nous ne nous autorisons pas à faire des propositions, alors, par exemple sur des offres d'emploi, hein, qu'il y a une obligation, la notion d'offre raisonnable. Bon, des sanctions ne peuvent pas être accolées à une proposition faite par de l'IA, hein, qui n'aurait pas été définie clairement par l'humain, contractualisée au travers de l'inscription, par exemple, au moment de l'inscription. Voilà. Donc c'est cet objet-là un peu particulier qui fait que le sujet devient plus prégnant, hein, même s'il existe de façon générale, bien entendu. On va passer aux questions de gouvernance qui ont été mises en place. Dans l'outillage, on voit que le cadre a été posé par la charte. La question se pose aussi, bien entendu, de comment on régule l'ensemble de ce dispositif, hein, avec une gouvernance que nous avons construite, une gouvernance dédiée. Alors il y a deux aspects. Il y a un aspect interne, hein, qui est comment on fait circuler, hein, cette vigilance autour de l'éthique. Alors ça passe bien entendu par des outils qu'on va évoquer aussi, hein, de sensibilisation, mais surtout comment on installe d'une certaine façon des sondes dans l'ensemble de notre réseau pour être à l'écoute des problématiques suscitées par l'intelligence artificielle en termes d'éthique. Et donc là, on s'est maillé avec le réseau éthique de correspondants éthiques, hein, qui existe déjà au sein de notre direction de maîtrise des risques. Ce qui sous-entend une sensibilisation aussi de ces correspondants à ces sujets d'éthique. Hein. C'est un sujet important, la sensibilisation, l'acculturation à ces sujets-là, non seulement de l'éthique, mais donc, au sein non seulement de l'intelligence artificielle, mais au sein de l'IA, donc de ces sujets éthiques. Donc ça veut dire des présentations à la fois d'intelligence artificielle, de la charte éthique. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'intégrer, hein, ce volet éthique dans l'ensemble des préoccupations éthiques de Pôle emploi. Et puis derrière, en interne, nous avons eu la volonté d'installer aussi des instances qui puissent, sur ces sujets-là, à un moment donné, trancher, donner un avis sur les orientations de tel ou tel projet. Donc on a des interlocuteurs un peu naturels qui sont notre direction des affaires juridiques, notre DPD aussi, hein, par exemple, notre maîtrise des risques. Et puis on voit bien qu'au-delà, il y a la nécessité d'associer d'autres acteurs. Et là, je dirais que ça rejoint cette difficulté à embarquer toute une organisation. L'idée, c'est aussi de mettre en situation ces interlocuteurs métiers qui sont peu familiarisés, ou en tout cas qui voient l'intelligence artificielle d'un petit peu loin, de les mettre en position donc, de comprendre les sujets qu'on leur expose et d'arbitrer sur ces sujets. Voilà. Donc c'est une difficulté, hein, qu'il a fallu qu'on aborde. On n'est pas forcément au bout de l'exercice, hein, sur ce sujet-là, mais c'est un point important du pilotage de nos projets. Et puis, bien entendu, il y a l'installation du comité consultatif éthique externe. Pôle emploi a souhaité se doter d'un regard indépendant, hein, sur ces travaux. Donc on a bien une gouvernance interne avec ce que je viens d'évoquer, puis un comité de direction générale, un comité d'administration aussi, auquel est donnée une visibilité sur ce qu'on fait, qui est en capacité de trancher sur certains sujets, mais qui demande un regard, qui a demandé un regard externe, un peu indépendant. Ça nous semblait être une garantie du cadre éthique de nos travaux. Et donc un comité consultatif éthique externe a été constitué. Il est constitué à la fois d'universitaires, de chercheurs, de spécialistes de l'IA, de spécialistes des ressources humaines, des personnalités impliquées dans des actions autour de la discrimination, par exemple. Et donc c'est un comité, hein, qui se réunit tous les 3 mois et auquel nous amenons des questions d'éthique, hein, qui se posent au sein de nos projets.
Et puis, si on parle des outils, j'évoquais la sensibilisation, la culturation, donc des supports de sensibilisation qui ont irrigué l'ensemble de nos projets et qu'on continue à diffuser. Une cartographie des risques IA, c'est important, on parlait d'approche par les risques tout à l'heure. Et donc là, on travaille aussi avec notre direction de maîtrise des risques, qui a cette cartographie des risques de façon générale au niveau de Pôle emploi. Et donc l'exercice consiste à venir insérer dans cette cartographie existante des éléments plus particuliers autour de l'IA. Et puis des éléments qui tournent autour donc, de l'évaluation, puisque on accompagne les projets avec ce cadre éthique. Après, bien entendu, la volonté, c'est d'en faire un cadre qui soit auditable, sur lequel on puisse poser des évaluations. Et donc, on rentre dans ces sujets-là avec une première évaluation en termes de criticité, un baromètre de criticité, un outil d'évaluation qui est un outil donc, de questionnement qui s'adresse aux chefs de projet pour leur permettre d'aborder un certain nombre des dimensions des enjeux de la charte éthique et des engagements qui y sont présents. C'est important ce que dit Jacques, mais ça a été souligné par Sigline aussi. C'est-à-dire que vous n'avez pas de guide de bonne réponse. C'est vraiment du bon sens, c'est la finalité métier. Vous avez des repères éthiques qui sont chez nous dans notre charte. Vous avez des avis consultatifs externes qui peuvent vous éclairer, mais ils n'ont pas plus la solution que nous. C'est simplement qu'ils ont un regard externe. Et après, c'est vraiment de rentrer en discussion pour dire, ben voilà, cette finalité métier, dans le cas présent, qu'est-ce que ça pose comme problème par rapport à nos 7 enjeux. Ça peut être aussi l'occasion de trouver une nouvelle problématique qu'on n'aurait peut-être pas abordée. Mais voilà, c'est vraiment la mise en relation et la mise en discussion qui fait que le sujet, on se l'approprie de plus en plus. Donc, un des secrets aussi de la réussite de la transformation IA, c'est aussi de faire en sorte qu'on arrive à intéresser, à démystifier le sujet IA pour qu'après chacun puisse être à l'aise pour en discuter et rentrer en discussion. Après, il peut y avoir des avis différents. Après, il y a des cadres, qui soient la loi ou les cadres qu'on met dans l'entreprise ou dans le service public. Mais en tout cas, il faut arriver à ce niveau de discussion. Et donc, ces outils d'évaluation, d'auto-évaluation et de traçabilité, ils sont là pour démontrer qu'on sait poser les questions, qu'on a fait des choses, qu'on a fait des choix éclairés de ce qu'on savait à l'époque, même si c'est pas a posteriori, c'est peut-être pas parfait, mais en tout cas, c'est à travers ça qu'on peut justifier de notre volonté d'avoir traité le sujet. Et c'est un sujet relativement difficile, parce que quand on voit les recommandations, on est tous très heureux, même en tant que citoyens, d'avoir ce cadre qui est imposé. Lorsqu'on se frotte au sujet, on est un peu démuni parce qu'il faut le traduire. Et le sujet de l'éthique, ce n'est pas juste un sujet de conformité, sur lequel il y a effectivement des cadres, on parlait du RGPD, un cadre qui est fixé. C'est vraiment un questionnement, je n'allais pas dire de tous les jours, mais au fil de l'eau, parce qu'on construit aussi les réponses et l'adaptation de ce qu'on met en œuvre en fonction de ce cadre, et on le définit aussi au fil du projet. Donc c'est un outil qui évolue aussi, qui intègre de nouveaux questionnements au fil du temps. Et donc, on va voir comment vous intégrez tout ce corpus cadre dans vos projets. Oui, alors il y a 2 aspects dans cette opérationnalisation. Je ne sais pas si le terme est très français, mais il y a 2 axes. Il y a premièrement le fait que ces aspects éthiques sont embarqués dès le début d'un projet, donc dès la phase d'initialisation. On doit, dans un premier temps, évaluer les risques liés à ces aspects éthiques. Et c'est important de noter que, alors, très souvent, sur l'éthique, les biais, les données, on a parfois l'impression que c'est principalement un sujet technique, et que finalement c'est l'affaire des data scientists de ne pas nous mettre dans le système d'information des données biaisées. Non, c'est un travail qui se fait conjointement avec à la fois les interlocuteurs techniques, mais conjointement avec le métier et l'ensemble des parties prenantes. C'est bien par rapport aux finalités qu'on va définir le type de données auxquelles on veut accéder, s'assurer du cadre dans lequel on travaille, dans une juste proportion d'usage de ces données.
en étudiant aussi l'impact sur les utilisateurs. Donc, on entrait dans une phase un petit peu de co-conception avec les utilisateurs. Alors, pas seulement en co-conception, je dirais qu'il y a il y a 4 strates dans la façon dont on saisit l'activité d'un réseau. Il y a de la métrologie, ces indicateurs de performance. Voilà. Il y a la connaissance qu'ont les directions générales métiers de leur réseau. Et puis, donc, il y a une autre possibilité qui est de faire venir des agents de terrain donc, dans des ateliers, de travailler avec eux les sujets. Et ces 3 strates-là, finalement, ne vont pas au bout de la démarche parce que jamais on ne regarde in situ comment se situe l'activité des conseillers. Et donc, nous concernant, nos conseillers Pôle emploi. Et donc, on a embarqué assez vite des acteurs, nos ergonomes, qui font partie d'ailleurs de la direction d'ancrage des pratiques, et qui vont sur le terrain avant même l'installation de nos services IA, qui sont très présents ensuite pour voir comment la solution s'intègre dans le paysage de l'activité des conseillers. Mais c'est important d'avoir cette cartographie parce qu'on peut avoir des représentations quand on est en direction générale ou même à l'issue d'ateliers avec les conseillers, des représentations sur l'activité qui ne sont pas tout à fait exactes et on peut avoir ensuite des surprises dans l'usage et des solutions notamment qui sont inutilisées avec des conséquences là aussi environnementales. Si on fait tourner, si on déroule le fil, on a effectivement des conséquences au bout qui peuvent être importantes. Voilà. Donc c'est une phase où on instruit donc, le baromètre de criticité, on commence à se poser des questions au travers de l'outil d'évaluation donc sur un certain nombre de points. Et puis on a une étape un peu anecdotique peut-être pour certaines entreprises, mais qui nous semble essentielle, qui est le passage en CNIA, qui est notre comité d'investissement. En fait, l'idée, c'est de cadencer, de vérifier à chaque fois la valeur de ce qu'on amène. Et puis, on a la conception, la réalisation, où là, on a aussi, on poursuit cette évaluation des impacts éthiques. Et on impulse aussi l'aspect conduite du changement. On prépare la conduite du changement. Il peut y avoir des aspects aussi d'explicabilité dans la conception. Et on arrive donc à ce déploiement, qui se fait dans des conditions de déploiement un peu classiques d'un projet, mais avec des dimensions particulières où il faut travailler plus spécifiquement des aspects de méfiance par rapport à l'IA, de frein ou parfois de suradoption aussi. On parlait tout à l'heure à la fois de la méfiance et puis ensuite de la confiance excessive. L'idée, c'est de mettre l'utilisateur en position de comprendre ce que lui propose l'IA et éventuellement de venir le contester. Et dans ce cadre-là, on met bien entendu en place toutes les possibilités pour que, parallèlement, ils puissent contacter un humain, par exemple. Alors cette phase-là, elle se poursuit au-delà, elle se poursuit tout au long du cycle de vie du service, au travers de comités de supervision qui regardent non seulement la performance technique, mais aussi ces aspects éthiques, éventuellement des dérives d'usage. Et c'est un point particulièrement important parce qu'on a parlé tout à l'heure du retour que peuvent faire les utilisateurs. Dans un certain nombre de situations, on peut aussi économiser le pouce en bas, le like sur le résultat pour observer l'usage qu'en font les utilisateurs. Et s'il n'y a pas une bonne compréhension du service et un bon usage, eh bien, effectivement, on est dans l'incapacité de capitaliser sur ces usages-là pour éventuellement en tirer des conséquences et éventuellement réentraîner notre solution d'IA. Merci pour cette présentation très concrète. On va terminer votre séquence par des exemples tirés de votre expérience sur des questionnements éthiques que vous avez pu rencontrer en fait, dans la mise en œuvre de votre démarche. Oui, alors, questionnements qui ont pu faire l'objet de présentations au comité éthique ou qui ont animé les projets. Un premier point autour de la notion de discrimination.
il y a eu des questionnements au travers donc, des projets sur la mise à disposition d'un service, de tel ou tel service. Et donc là, ça a permis de réaligner un petit peu cette notion de discrimination, non pas sur l'égalité de service, mais plus sur la notion d'équité. Hein. C'est-à-dire qu'on ne donne pas forcément les mêmes moyens et les mêmes services, on n'offre pas forcément les mêmes services à l'ensemble des utilisateurs, mais on va peut-être privilégier des travaux qui visent à adresser donc, des populations, des utilisateurs qui sont plus en difficulté pour atteindre un même objectif qui est, bon, pour nous par exemple, de retrouver un emploi. Hein. Et donc c'est bien par cette clé de lecture de l'équité qu'on aborde cette notion de discrimination. Ça nous a permis de clarifier le sujet. Sur l'humain au centre notamment, alors c'est un point important puisque dans le cadre d'un cas d'usage autour du traitement automatique des mails, s'est posé la question de la capacité de l'IA à reconnaître certains types de rédaction, hein, qui notamment dans le cadre d'utilisateurs qui est peut-être un peu en difficulté avec l'écrit. Et c'est vrai que ce sont des réflexions qui ont mené à réajuster, en tout cas qui perdurent. L'IA pour nous ayant plutôt un objectif de réduction de la fracture numérique plutôt que de l'accentuer. Hein. Et c'est un point de vigilance effectivement quand on traite de l'IA. On a un sujet autour de la mise à disposition. Richard a évoqué tout à l'heure le fait que nous remettions au pot commun des communs numériques du secteur public, et un sujet qui va prendre encore plus d'acuité avec France Travail. Et donc on a eu des échanges, notamment avec le comité éthique, sur les conditions dans lesquelles nous pouvions mettre à disposition nos solutions, mettre à disposition d'interlocuteurs qui n'étaient pas forcément au même degré de maturité ou d'exigence, hein, en termes éthiques. Des questions aussi autour de l'utilisation des soft skills, hein, c'est-à-dire d'aller un peu plus loin que les savoirs faire professionnels par exemple, dont on voit que c'est un sujet un peu complexe. Hein. Donc là, c'est une réflexion qui est encore en cours. Sur l'équilibre à trouver, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, sur l'automatisation et la capacité à finalement faire monter en expérience le conseiller plutôt que de le déposséder de cette expertise, et notamment sur un sujet alors l'ego, c'est l'égalité des offres. Hein. On se pose la question de savoir comment, au sein même de la solution qu'on a installée, eh bien, on met des éléments juridiques, explicatifs de pourquoi c'est illégal et qui permettraient justement aux conseillers de monter encore un peu plus en compétence, et donc finalement l'outil permettrait cette montée d'expertise. Voilà. Et puis sur le chat GPT, l'utilisation des GML, donc on a un programme d'expérimentation un peu prudent, mais qui nous permet aussi de tester un certain nombre de choses, et autour duquel on a beaucoup échangé avec le comité éthique. Voilà. Merci beaucoup Jacques pour cette présentation, ainsi que Richard. Alors on a peut-être le temps de prendre quelques questions avant de terminer notre émission. Donc j'ai repéré une première question qui est un peu une question générale, qui serait un peu le bilan de votre expérience. Qu'est-ce qui vous semble le plus important dans ces démarches de transformation intégrant l'intelligence artificielle, et quels sont les points essentiels à retenir? Au regard de nos échanges et aussi fort de nos convictions, je pense que, comme on l'a un petit peu abordé, les deux points clés, c'est vraiment qu'il faut aborder l'IA par une vision la plus systémique possible, l'éthique étant au centre, parce que l'éthique permettant de mettre en conversation les différents acteurs. Et pour l'adoption, pour la confiance, puisqu'on parle d'IA de confiance, la conversation est nécessaire. On n'a pas parlé d'un sujet aujourd'hui qui est par exemple le dialogue social. Quand vous faites une transformation, il y a aussi le corps social et comment on embarque dans la confiance au corps social. Donc, et ça passe aussi par la mise en conversation. Mais pour la mise en conversation, pour l'échange, il faut aussi il faut un petit peu dépassionner le sujet, et il faut un certain niveau d'appropriation et de vulgarisation du sujet. L'idée, c'est pas de comprendre comment on fait du deep learning, mais c'est bien d'en expliquer les grands principes pour qu'après on parle de sujets qui ne sont ni des fantasmes, ni
de la science-fiction, mais qu'on parle bien d'un sujet, de dire par rapport à nos finalités, par rapport à notre contexte de service public. Voilà. Donc je pense que l'éthique et le fait de dire rien n'est écrit et donc il faut, avec du bon sens et de la mise en commun, travailler sur comment, au sein du service public, on réussit cette transformation et quelle IA on construit et comment on la porte au sein de l'institution. Alors dans votre schéma, vous aviez indiqué que l'éthique était au centre, hein, bien évidemment, donc transverse à tous ces projets. Donc ça suppose une capacité éthique pour des parties prenantes. Vous l'avez évoqué hein, tous les deux, mais pourriez-vous préciser un peu ce que ça implique en termes peut-être de connaissances, de compétences, pour justement appréhender cette dimension qui est essentielle? Alors, c'est une compétence, je dirais, un peu multiple. On a, par rapport à la charte éthique, un certain nombre de sujets. Donc on a vu des compétences autour du RGPD, l'encadrement juridique. On a des compétences techniques, enfin un certain nombre d'éléments qui sont déployés tout au long d'un cas d'usage. Mais par exemple, si on prend sur la question de l'analyse des biais qu'on a évoqué, eh bien, il y a non seulement l'analyse technique, alors on a des outils aujourd'hui qui permettent d'évaluer ces biais dans les données. Il y a des compétences métiers aussi qui sont amenées, notamment dans des phases qu'on appelle de labellisation, vous savez, de dire c'est un chat, c'est un chien, pour entraîner nos algorithmes. Et bien là, c'est une bonne connaissance du métier, hein, et donc ce sont des acteurs qui sont associés et indispensables. Bien entendu, en termes de conception des modèles, là aussi, c'est quelque chose qui associe des compétences multiples aussi. Alors, il y a l'aspect compétences et éventuellement les biais que peut avoir le concepteur. Eh bien, l'idée, c'est de partager de façon un peu large cette conception, d'avoir des regards croisés. Et puis, c'est aussi sur ces solutions un regard apporté sur le métier au travers de dimensions. On a parlé de l'explicabilité. Il y a des modèles qui sont plus ou moins explicables que d'autres. Eh bien, pour aller chercher 2-3 points de performance en plus, est-ce qu'on tire un trait sur la capacité à expliquer le modèle, par exemple? Donc ça, ce sont des choix qui sont pris par le métier dans le cadre d'une stratégie. De la même façon sur, par exemple, l'aspect environnemental, hein, des modèles qui sont plus énergivores que d'autres. Il y a des compétences aussi lors de la conception et le design des processus, hein, par exemple. Lorsqu'on va se poser la question de mettre à disposition ce service entre les mains des utilisateurs, donc la façon dont on va designer le processus ou les interfaces vont conditionner des éléments de compréhension et éventuellement générer des biais si on n'est pas attentif. Hein. Donc voilà, et puis j'ai parlé des ergonomes par exemple, hein, qui vont observer. Il y a toute une série de compétences et d'expertise à mobiliser autour de ces sujets et donc qui sont garants du succès de ces projets. Je vous propose d'arrêter maintenant puisque nous allons bientôt clôturer l'émission. Donc je vous remercie très chaleureusement de votre présentation très illustrante, très concrète. Je pense qu'on retiendra votre appel à partage et à mutualisation. On retiendra également l'apport d'Eurogroupe concernant la nécessité aussi d'avoir un cadre légal qui soit national, les apports du RGPD et dans la construction du projet de réglementation européenne. Mais on retient aussi par votre intervention qu'il n'est pas forcément nécessaire d'attendre cette réglementation pour démarrer sur la construction d'une IA de confiance. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier tous, à remercier aussi les participants pour leurs questions qui ont permis d'enrichir et de compléter la réflexion. La prochaine émission sera consacrée aux IA génératives, donc dans leur utilisation, leur potentialité et leurs apports pour nos missions support et métiers. Et nous reviendrons vers les différents réseaux pour voir justement quelles sont les initiatives et les projets qui ont été lancés en la matière pour organiser un partage d'expériences collectives, comme on l'a fait aujourd'hui avec Pôle emploi, et donc avancer sur ces sujets qui sont plus que d'actualité et qui
doivent être prises en compte de façon globale et systémique. Je vous remercie. Donc, je vous rappelle que le questionnaire a été mis en place dans le chat. Donc, on vous invite à y répondre pour, comme je le disais en intro, contribuer à notre démarche d'amélioration. Et puis, je rappelle que vous disposerez d'un dossier de veille sur le sujet pour compléter les réflexions qui ont été proposées aujourd'hui. Je vous remercie, donc tous les intervenants, ainsi que toute l'équipe qui a préparé cette émission avec moi, donc qui ne sont pas visibles sur le plateau, Maximilien Auriacombe, Christophe Amier, Félix Imbert de Regroupe également, et puis bien évidemment Antoine Wolf, qu'on ne voit jamais, mais sans qui cette émission ne pourrait se tenir. Merci chaleureusement à tous et à très vite, et je vous souhaite un très bel été.